Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc au webinaire Oser l'innovation. On est en direct de la CCI de l'Hérault. Je m'appelle Alexandre Duran et vous êtes donc aux échos du pays de l'or. Le webinaire donc Oser l'innovation sera un webinaire participatif. Donc il est 10 heures, on va avoir 2 heures ensemble pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir se découvrir et pour pouvoir parler d'innovation. Mais quand je dis parler d'innovation, ce n'est pas simplement nous les intervenants de vous présenter ou de vous parler d'innovation, mais c'est de pouvoir converser autour de l'innovation. Donc, ce que je vais vous demander à tous les participants, c'est d'être actifs et d'utiliser la barre de chat parce que tout au long de ce webinaire qui va durer aux alentours de 2 heures, eh ben, je vais vous demander au fur et à mesure, au fil de l'eau, de poser des questions, d'intervenir, parfois de donner un mot pour nous dire ce que les termes qu'on utilise, ce que ça peut vous évoquer. Donc, on est ravis de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire. On vous espère nombreux sur les différents outils. Et pour pouvoir démarrer, comme vous voyez ici, on est à la CCI de l'Hérault. Comme je vous le disais, c'est une initiative du Pays de l'Or. Donc, j'aimerais accueillir des membres du service du Pays de l'Or, Marie Granier, Clarisse Picandé et Alice Galtier, pour venir nous expliquer davantage cette démarche. Mesdames, si vous voulez bien vous asseoir. Alors, mesdames, bonjour, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Marie, est-ce que vous pouvez nous dire un peu davantage le positionnement donc, du Pays de l'Or? Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui tous ensemble? Bien sûr, merci Alexandre, merci à tous les participants qui sont déjà en ligne et aux futurs qui nous rejoindront en cours de route. Simplement une petite introduction pour vous dire que donc, le Pays de l'Or, c'est un territoire de 8 communes autour de l'étang de l'Or. Donc, vous avez sur le littoral la Grande Motte, Palavas en passant par Carnon, et puis ensuite Moguio, Saint-Onef, jusqu'à Valèrgue en passant par Mudaison, Lansargues et Candiargues. Donc, on est sur un territoire qui dispose vraiment d'un cadre de vie exceptionnel avec 18 km de littoral, des stations touristiques très dynamiques. Un territoire aussi ambitieux, un territoire avec un environnement remarquable. Pardon, j'ai oublié de poser le masque. Un environnement à préserver avec des paysages lagunaires, des villages attachés aux traditions typiques de la petite Camargue héroltaise. On a une grande plaine agricole productive en maraîchage, arboriculture, mais aussi des espaces économiques hyper connectés à la métropole de Montpellier autour des grands axes que vous connaissez, donc la Neuf, la ligne à grande vitesse, le TER et l'aéroport notamment. Donc, ce territoire, il accueille également une vie économique qui est à enrichir, à développer. C'est le sens de l'action du Pays de l'Or aujourd'hui. Aujourd'hui, le territoire accueille 17 000 emplois, plus de 6 000 entreprises sur 14 zones d'activité économique. Donc, l'objectif du service de développement, attractivité économique et emploi que je dirige, c'est celui de contribuer au développement économique de ce territoire pour offrir des emplois à la population et pour créer de la valeur sur le territoire. Donc pour ça, on a une action qui se structure autour de 4 besoins fondamentaux des entreprises. Le besoin en foncier et en immobilier, pour ça on développe des zones d'activité économique, on oriente aussi les entreprises qui souhaitent s'implanter sur le territoire avec l'aide de nos partenaires commercialisateurs. Des besoins autour du financement, notamment le financement de l'immobilier d'entreprise pour lequel l'agglomération est compétente, mais aussi l'aide à la création et à la reprise à travers le partenariat que nous avons avec l'initiative Est-Hérault. Nous accompagnons également les entreprises dans leur recrutement, avec 2 points emploi, notamment à Moguio et à la Grande Motte. Et enfin, nous menons des actions de valorisation et d'interconnexion pour favoriser l'ancrage local des entreprises et leur développement en partenariat avec les entreprises voisines. Donc, je vais laisser mes collaboratrices Clarisse Picandé et Alice Galtier se présenter aussi et puis du coup vous expliquer en quoi vous pouvez faire appel à elles dès aujourd'hui. Clarisse, non, Alice, pardon. Bonjour, donc Alice Galtier. J'accompagne les entreprises du territoire à plusieurs titres dans le cadre de leur recherche en immobilier et en foncier. Je suis du coup
d'interlocutrice pour donc, vous orienter soit dans des projets d'aménagement portés par l'agglomération, soit vous mettre en relation avec les commercialisateurs actifs sur notre territoire. Je suis également l'interlocutrice pour les aides à l'immobilier d'entreprise. Donc, si vous avez un projet d'implantation ou un projet de rénovation, d'extension d'un bâtiment, l'agglomération peut vous accompagner. Je suis également le relais avec l'entreprise qui est en charge de la commercialisation et de l'implantation de microsignalétique sur les zones d'activité du territoire, qui est en cours de déploiement sur l'ensemble de nos zones d'activité, des 14 zones. Et je suis également le visage et la voix du numéro vert qui a été mis en place dans le cadre de la crise Covid qui perdure et qui est toujours actif. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter sur ces sujets. Voilà, je laisse la parole à Clarisse. Bonjour, alors je suis en lien, donc je suis Clarisse Picandet, chargée de projet à l'emploi. Je suis en lien avec les entreprises sur deux volets, le volet emploi et l'organisation des événements. J'exerce mes fonctions au sein du point emploi, comme le disait Marie. On est à la disposition des entreprises avec deux autres collègues pour vous accompagner dans vos recrutements, pour répondre à vos questions sur des thèmes d'emploi, formation, etc. Et aussi recueillir les offres d'emploi que l'on diffuse ensuite auprès de nos partenaires et sur nos réseaux, sites internet, réseaux sociaux, etc. Nous organisons deux événements phares dédiés à l'emploi dans l'année. Le Forum Littoral Emploi Saisonnier, qui a lieu en mars sur la Grande Motte, en alternance avec le Gros du Roi, et En route pour l'emploi en décembre, qui a lieu sur Moguio et qui concerne tout secteur d'activité. De nombreuses entreprises participent, du Pays de l'Or notamment, participent à ces événements et nous vous invitons, si ces événements vous intéressent, à nous contacter pour y participer ou avoir plus de détails. Nous organisons également des découvertes métiers. Ce sont des petits événements, alors petits par la taille parce qu'ils concernent un petit nombre de personnes qui sont invitées, et des événements ciblés sur un métier, sur une entreprise, un organisme de formation et un public invité. Ces découvertes métiers mettent en lumière un secteur particulier, soit parce qu'il a un besoin de main-d'œuvre, soit parce qu'il souffre d'idées reçues. Et ces événements ont pour objectif principal de favoriser les échanges en petits groupes. Concernant les autres événements, ce sont aujourd'hui les animations menées auprès des entreprises du territoire, avec le lancement aujourd'hui des Échos du Pays de l'Or. Nous souhaitons que ces événements aient lieu de façon régulière, que vous y trouviez aussi une plus-value à y participer avec les thèmes que nous allons vous proposer et que vous pouvez aussi nous proposer. L'objectif est de créer des connexions et des liens entre les entreprises. Aujourd'hui, pour ce premier webinaire, nous vous proposons de vous questionner et d'échanger sur le thème de l'innovation. Le but est de favoriser les échanges entre vous et qu'ils soient créateurs d'opportunités. Merci beaucoup. Mesdames, merci beaucoup pour votre explication, pour votre présentation. Je pense que c'est très clair que l'objectif des échos, c'est à la fois donc de se questionner, comme le disait Clarisse, mais aussi de pouvoir être dans le concret et que ce soit finalement une première marche, une première dynamique pour pouvoir ensuite faire plein de choses ensemble. Donc, merci pour toutes ces explications et on va pouvoir passer à la suite du webinaire. Merci. Alors, je reviens vers vous pour donc vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. L'objectif des échos, Clarisse le disait, c'est de parler donc d'innovation. On va se questionner, qu'est-ce que l'innovation? Et comme vous pouvez le voir sur vos écrans, on a voulu barrer le « je ne sais pas innover » pour pouvoir mettre en avant le « je sais innover ». Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, et vous allez le voir, toute entreprise est dans l'innovation. En tout cas, que ce soit dans sa posture ou que ce soit dans sa démarche ou dans ses objectifs, on va voir comment, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir impulser une démarche d'innovation au sein de vos entreprises. Que vous soyez une TPE, que vous soyez une PME, que vous soyez des commerçants ou des artisans, vous allez voir comment, au fur et à mesure, grâce à quelques méthodes, quelques outils, on va pouvoir s'intéresser à l'innovation et on va pouvoir surtout se l'approprier. Comme Clarisse le disait, les objectifs des échos, en réalité, il y en a 3. Premièrement, c'est de favoriser la synergie entre les participants.
Vous êtes plusieurs donc connectés sur ce webinaire. Ce qu'on va vouloir souhaiter, vous êtes tous du territoire du pays de l'Or, pardon. Et ce qu'on va vouloir, c'est de pouvoir créer des synergies entre vous, que grâce à ces webinaires, vous puissiez vous rencontrer et pourquoi pas favoriser les échanges, favoriser l'innovation. Le deuxième point, c'est d'adapter le programme à vos besoins. On le verra, le terme besoin, c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre aujourd'hui. Et donc, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on va vous proposer, c'est-à-dire d'adapter la manière dont on va vous présenter les choses à vos besoins, à ce que vous souhaitez faire. J'avais oublié d'enlever le masque. Et dans un troisième temps, l'objectif, c'est de proposer un suivi aux participants. Encore une fois, on n'est pas sur une action qui est limitée à aujourd'hui, mais on est sur une vraie dynamique de parcours. Ah, ça passe pas. Donc, on est sur une vraie dynamique de parcours. Comme je vous le disais, ça démarre aujourd'hui, mais le parcours va se jouer en 4 temps. Le premier, donc le 26 mai, on va comprendre les enjeux et les mécanismes de l'innovation. Je ne vais pas être tout seul sur scène pendant les 2 heures. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous présenter des outils, vous présenter des méthodes, vous présenter leur vision de l'innovation pour qu'on puisse ensemble se questionner et avancer dans cette démarche. Dès le 17 juin, on va vous proposer de nouveaux témoignages. Cette fois-ci, ce sont des professionnels qui ont innové pendant la crise sanitaire, pendant la crise du Covid, qui ont su se réinventer parfois pour pouvoir mieux vivre ou moins subir en tout cas cette situation. Ça, ce sont au programme les 2 premiers webinaires. Mais dans ce parcours des échos, on souhaite aussi donc des ateliers qu'on espère en présentiel si possible pour favoriser les rencontres, mais dès le 28 juin pour diagnostiquer le potentiel d'innovation de vos entreprises. Quelle serait votre vision? Quels outils vont mieux s'adapter à votre quotidien? Quelles pratiques et quels pourraient être vos objectifs d'innovation? Ce sera l'objet donc du premier atelier le 28 juin et on vous donne déjà rendez-vous, vous pouvez garder la date. Et enfin, donc le 6 juillet, on arrivera donc sur la conclusion de ce parcours. L'objectif, ce sera donc de favoriser les synergies, les interactions et donc de co-construire des solutions ensemble. Innover, c'est bien. Innover à plusieurs, parfois, c'est mieux. Et on va voir comment vous allez pouvoir, sur le territoire du Pays de l'Or, co-construire des solutions pour mieux répondre chacun aux besoins de vos clients. Comme je vous le disais, l'objectif de ce webinaire du jour, c'est que ce soit interactif. Donc peut-être que là, sur le parcours, vous avez déjà des questions. Si c'est le cas, je vous encourage vivement à les poser sur le chat parce qu'on est toute une équipe. Donc là, vous me voyez moi, mais en fait, derrière, il y a toute une équipe qui s'occupe justement de récupérer vos questions et de pouvoir nous les transmettre pour qu'on puisse y répondre. Donc, dès qu'il y a quelque chose, au fil de l'eau, vous allez voir qu'il y aura tout au long du webinaire des temps de questions où on va pouvoir justement y répondre. Donc, si jamais là, sur le parcours, vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat, sachant que je vous rappelle à l'écran les rendez-vous, 26 mai pour aujourd'hui, 17 juin pour le prochain webinaire pour des témoignages très concrets. Le 28 juin, donc là, ça va être un atelier pour commencer à travailler sur vos besoins. Et ensuite, le 6 juillet, ça va être donc le dernier point de ce parcours pour favoriser les synergies et pour vraiment avoir du concret à la suite de ce parcours. Pour pouvoir commencer ce webinaire, pour pouvoir nous intéresser à l'innovation, c'est quelque chose de très, très large. Et on va voir ensemble ce que ça nous évoque collectivement. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Duran. Je suis l'un des associés fondateurs d'un cabinet de conseil et d'accompagnement en innovation qui s'appelle Gravity Innovation. Comme vous le voyez sur votre écran, depuis 2017, nous agissons pour accompagner donc, nos clients qui sont des PME, qui sont des TPE, à pouvoir intégrer, amorcer, injecter de l'innovation au sein de leur organisme. Mais pour vous présenter tout ça, je ne serai pas tout seul. Il y aura 2 autres membres de Gravity. Je vais accueillir, donc, s'il vous plaît, Julien Bello, qui est un associé fondateur de Gravity également. Salut Julien, je te laisse t'installer au milieu, qui lui donc, va être plus axé sur le domaine des outils. Il va avoir la possibilité de se présenter aussi, mais lui, c'est plutôt l'outil. C'est plutôt, vous allez voir, sur le volet digital et comment on peut utiliser l'outil au sein de son organisation pour optimiser son innovation. Et la deuxième personne que je vais accueillir, c'est Eddy Garcia, aussi donc membre de Gravity, associé fondateur, qui lui, salut Eddy, qui lui est doctorant en innovation, et il a une vision un peu différente parce que lui, c'est sur le volet de la méthode. Tout à fait. Donc, on verra avec Eddy différentes méthodes tout au long de ce programme. Donc, monsieur, je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Je vous connais plutôt bien. Et donc, on va pouvoir voir ensemble les différents degrés d'innovation et ce qui se cache derrière ce mot qui, finalement, est très, très large. Ce que je vous propose, c'est de découvrir en même temps que les internautes, que des personnes qui nous regardent, le programme donc, du jour, le programme de la matinée.
Dans un premier temps, la première étape, ça va être l'innovation, les idées reçues. Donc là, attention, je vous ai dit que c'était participatif. Dès le début de ce webinaire, on va vous demander ce que vous évoque le terme innovation. Donc, je sais que vous, ça vous évoque énormément de choses, mais il faudra me donner par un paquet de un mot ou un groupe de mots à chaque fois l'innovation, ce que ça peut représenter pour vous. Donc, on verra à quoi ça sert, on verra si c'est accessible, on verra ce que ça représente pour chacun d'entre nous. La deuxième partie du webinaire du jour, ce sont les enjeux de l'innovation. Parce qu'on va se poser la question, l'innovation, comme je vous le disais, c'est très très large, il faut la comprendre, il faut l'analyser, et après il faut voir ce qu'on peut en faire. Pour pouvoir voir ce qu'on peut en faire, il faut comprendre exactement ce que c'est. Donc on verra les types d'innovation, comment on peut la qualifier, et on verra avec Julien donc, comment on peut adapter l'innovation à son entreprise, ce qui est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir une innovation maîtrisée. Et pour ça, il y a un point que tu souhaites nous présenter bien précisément. Donc, on le verra tout à l'heure tous ensemble. Ouais, Alex, tu as parlé de besoin, on va revenir dessus, c'est hyper important. Parfait. Et donc, sur la troisième étape, on parle de mécanismes et d'outils. Donc là, on va parler de mécanismes, on va parler de méthodes, également d'outils. Donc, ce sera évidemment interactif. Donc, même nous, entre nous, on va pouvoir en discuter. Mais avec Eddy, donc, on va s'intéresser à un terme qui parfois fait peur, qu'on a tendance à entendre de plus en plus, qui est le design thinking. Donc, on va se poser la question de ce qu'est le design thinking et surtout, en quoi ça peut être intéressant pour innover au sein de son organisme, de son organisation, de son entreprise. Et donc, après, de méthodes, la méthode effectuelle pour mieux comprendre du coup et mettre en pratique le design thinking. Et surtout, on terminera, et c'est pour ça, restez bien jusqu'au bout de ce webinaire, parce qu'on terminera avec la méthode sprint, qui est une méthode pour pouvoir innover 20 minutes par jour, pour pouvoir innover en une semaine. Tout à fait, pour appliquer exactement les outils et les besoins au management et à tout l'aspect humain, donc sur le terrain, tout à fait. Super, donc vous allez voir qu'avec cette méthode sprint, c'est vraiment un outil que vous allez pouvoir vous approprier, qui est tout à fait calibré pour les TPE, pour les PME, pour les commerçants, pour les artisans, pour pouvoir en fait impulser une démarche d'innovation au sein de son entreprise au quotidien. Messieurs, bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue à tout le monde dans ce webinaire. Et donc, je vous propose de commencer avec l'étape 1, qui sont les idées reçues de l'innovation. Comme vous pouvez le voir dans la petite vignette, je suis équipé d'un stylo. On a ici un paperboard. C'est justement pour pouvoir poser la première question. Et là, on va voir si vous êtes réactifs dans le chat. Mais justement, la question, c'est l'innovation. Qu'est-ce que ça vous évoque? Comme on le disait, c'est un terme qui est très, 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 très large. Donc, ça veut tout et rien dire, l'innovation. J'aimerais bien savoir pour vous ce que ça veut dire. On va se prêter au jeu également le temps que vous puissiez proposer des choses dans le chat. Mais dans un premier temps, Julien, innovation pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire en un mot. En un mot. Alors moi, du coup, ça va être le bon outil au bon endroit avec les bonnes personnes. Okay. J'ai dépassé un peu. Un mot, c'est bon outil avec les bonnes personnes. Eddy, en un mot? En un mot, il m'a un peu volé la dernière idée où Julien a débordé, c'est que moi, je dirais que l'innovation, c'est d'abord une histoire collective. D'accord. C'est d'abord une histoire d'humain et d'équipe. Quelque chose de collectif, l'innovation, très bien. Pour ma part, l'innovation, parce que je me prête au jeu aussi le temps que vous puissiez noter des choses, pour moi, l'innovation, avant tout, c'est une posture. Ce n'est pas des termes qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle d'innovation, mais pour ma part, c'est plutôt une question de posture. Alors, je vais lire ce que j'ai sur le retour écran. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? J'ai quelqu'un qui me met la nouveauté. En effet, Julien, est-ce que tu peux, pendant que j'écris, me lire ce que tu vois sur le retour écran? Bien sûr. Alors, on parle de nouveauté, offre et services. Donc, d'accord. Marché. On parle de changement. Alors, un mot qui va te faire plaisir, état d'esprit, Alexandre. Ah, ça me fait plaisir. Un mot qui va te faire plaisir, Eddy, la synergie. Un mot ensuite qui est la différence, effectivement, changement, différence, nouveauté. Et un mot qui va nous faire plaisir à tous, on va dire sur la valeur ajoutée aussi, la valeur apportée. Changement, il y avait nouveauté, il y avait changement aussi, c'est ça? On l'avait déjà dit, changement. Ah, ok. Valeur ajoutée. Valeur ajoutée, ok. La recherche. Ok, donc j'imagine que ça doit parler un peu de R&D quand on parle de recherche. Exactement. Et derrière, on était sur l'écoute client, bien évidemment. Ok, donc l'écoute client. Intéressant. On a une bonne approche. Donc c'est vrai que je vous remercie pour cette participation.
Alors c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Donc si on regarde, il y a certains groupes de mots, donc on voit posture, on voit état d'esprit. Le collectif va revenir en effet avec la synergie. On a un pôle quand même R&D, on a un pôle nouveauté, on a un pôle changement. Parce que c'est vrai que l'innovation, c'est le fait de faire quelque chose de différent par rapport, en tout cas, ce qu'on peut imaginer par rapport à l'innovation, c'est de se dire, depuis des années, les choses se font d'une certaine manière, ou depuis des années, au sein de mon entreprise, on fait les choses d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on va pouvoir impulser le changement? Comment on va pouvoir le concrétiser également? Donc, en effet, l'innovation, il y a une notion de changement. La notion de R&D, c'est une notion finalement qu'on retrouve assez souvent quand on parle d'innovation, avec le volet technologique. Et c'est vrai qu'on s'attendait à avoir ce genre de mots dans le chat parce que la R&D, la nouvelle technologie, les outils, souvent, on se rend compte que c'est un peu les clichés de l'innovation. Quand on pense innovation, on pense nouvelles technologies, on pense start-up, on pense peut-être GAFA ou ce genre de choses. Et donc, on s'attendait, et on verra ensemble au fur et à mesure de cette présentation, mais nous, on s'attendait également à avoir ce genre de mots. Après, c'est vrai que le volet état d'esprit me fait plaisir parce que on va le voir, notamment valeur ajoutée, mais on va le voir que l'innovation, c'est une posture, l'innovation, c'est un état d'esprit et c'est surtout un choix. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui donc de pouvoir proposer les choses différemment? Est-ce qu'on va l'impulser dans son entreprise ou non? Et donc, il y a ce volet état d'esprit. Et Edith, tu auras certainement l'occasion aussi de nous en parler davantage, notamment avec des exemples. Mais l'état d'esprit, notamment collectif, est très important quand on veut innover parce que si jamais on souhaite impulser quelque chose mais que ça ne suit pas dans les équipes ou qu'on ne forme pas bien les équipes pour pouvoir le suivre, ça risque d'être problématique à un moment donné. Exactement, on aura l'occasion de l'aborder puisque ce changement et cette posture impliquent forcément de la transformation déjà pour le dirigeant et pour celui qui va faire le choix d'impulser cette innovation. Et ça impose forcément des contextes où l'incertitude est présente et omniprésente dans cette situation-là. Et face à cette incertitude, on a absolument besoin de l'engagement de ces premiers partenaires que sont les membres de ces équipes pour pouvoir continuer cette impulsion. Donc, effectivement, posture collective, engagement, synergie, c'est très important. Exactement. Voilà, si on n'a pas ça, c'est vrai qu'à un moment donné, on va avoir une difficulté, en tout cas, à concrétiser l'innovation. On va pouvoir bien l'impulser, mais après, pour pouvoir la concrétiser, c'est compliqué. Et souvent, pour concrétiser, l'outil, justement, arrive comme un catalyseur d'innovation. Je dirais de là, effectivement, pour rejoindre Edith, ce que tu disais, c'est la vision, avoir amené toute la même vision et après tourner les outils, les différents outils qu'on va mettre en place pour pouvoir l'appliquer sur le terrain parce qu'aujourd'hui, on a des méthodologies de travail qui changent. On le voit avec le télétravail, on voit les équipes sont dispersées, etc. Donc, il faut pouvoir fédérer, il faut pouvoir animer ces équipes avec les bons outils et avoir une connaissance et comment s'en servir et comment le mettre en place et surtout former les autres à l'utiliser. Ouais. Parfait. Donc, c'est vrai que si je reviens sur la présentation, et on gardera toujours donc, les mots que vous avez pu nous proposer avec ça c'est Julien qui a dit le bon outil avec les bonnes personnes, on verra que c'est important. Je reviendrai aussi sur le fait nouveauté, offre et service, parce qu'en fait, la nouveauté peut toucher, on verra énormément de choses dans l'innovation. Et pour cela, moi, mon deuxième exercice, ma deuxième présentation, c'est de vous mettre à l'écran. Donc, peut-être qu'il y a des termes que vous connaissez, peut-être qu'il y a des termes que vous allez découvrir. En tout cas, je voulais vous mettre à l'écran les différents types d'innovation et on va voir ensemble ce que veulent dire ces mots, si jamais vous en avez déjà entendu et surtout ce qu'ils représentent. Parce que je suis certain que, vous le voyez, donc il y a innovation technologique, on va dire que c'est la plus connue, mais je suis certain que vous faites, vous qui nous regardez, déjà en fait un peu d'innovation au sein de vos structures et qu'on va pouvoir nous révéler ça dans un premier temps pour pouvoir ensuite l'optimiser et le développer concrètement. Alors, messieurs, je vais en profiter que vous soyez là. Est-ce qu'il y en a un premier que vous souhaiteriez que je définisse, un qui vous parle davantage? Ils nous parlent tous. Ils nous parlent tous parce qu'on va les adapter. Mais moi, peut-être que celui sur lequel on a pas mal d'outils à mettre en place, c'est la partie ouverte, Open Innovation. Okay. Sur lequel... là, effectivement, il y a le sens du collectif, il y a le sens, effectivement, de l'organisation interne, de cette vision, encore une fois, je reviens effectivement sur les outils, le rendu, et puis le livrable,
Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour livrer en fait les premières pistes et les orientations stratégiques à mettre en place au niveau de l'entreprise. Alors, donc le choix du genre, c'est innovation ouverte. Alors, open innovation, c'est certainement un terme que vous avez déjà entendu parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, notamment dans les grands groupes. On entend souvent les grands groupes font de l'open innovation, de l'innovation ouverte. Il faut savoir que l'open innovation, c'est cette innovation collective où on va pouvoir donc sonder l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise pour pouvoir justement écrire une histoire et pour pouvoir innover de manière très efficace. Parce que en identifiant tous les freins potentiels dans chaque service quand on veut proposer quelque chose, le fait d'intéresser à la base de la démarche d'innovation l'ensemble de ses collaborateurs, ça permet non seulement d'avoir beaucoup plus de richesse, mais en plus potentiellement d'identifier tout de suite les freins et donc de gagner énormément de temps in fine. Oui, tout à fait. Et puis surtout aussi d'aller identifier les parties, déjà en impliquant les équipes, d'aller effectivement chercher les membres motivés. Et on parle beaucoup d'écosystèmes internes et externes dans ces cas-là, où les dirigeants d'entreprise font le choix d'ouvrir la problématique en interne, ce qui n'est pas déjà facile. Et puis, c'est aussi ancré dans certaines démarches déjà en managérial de ne pas faire ça, quelque part, entre guillemets, de cacher la problématique ou la manière d'innover. Donc, c'est déjà sauter le pas que d'ouvrir le questionnement en interne, mais c'est aussi, bien sûr, de faire appel à l'écosystème externe dans ces cas-là. Oui. L'importance de l'écosystème et notamment ce qui prend tout son sens dans une démarche comme aujourd'hui avec le Pays de l'Or, sur le volet synergie et sur le volet co-construction avec des entreprises du territoire. Julien, tu voulais dire quelque chose? Oui, je disais que effectivement, c'est ouvert à vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut aller se servir de toutes les ressources internes ou externes, mais ça passe par le service comptable, des achats, de la logistique, du transport, si jamais vous êtes dans un cadre d'une entreprise comme ça, industrielle ou pas. Donc, c'est vraiment prendre toutes les considérations. On le voit très souvent, en fait, dans nos interventions, que les réunions se font en top management et des décisions sont prises sans prendre en considération l'intégralité en fait, de la problématique, de la chaîne de la proposition de valeur. Et souvent, c'est là où ça pêche, on va avoir des difficultés à le lancer. Alors, Eddy, maintenant, même exercice que pour Julien, est-ce qu'il y a un terme là dans le type d'innovation que tu souhaiterais mettre en avant, sachant qu'on va tous les voir tous ensemble, hein, c'est pour pouvoir avoir ton avis. Moi, celui qui me parlerait le plus, c'est l'innovation incrémentale, parce que je trouve que justement, dans ce qu'on va voir dans les outils et les méthodes, c'est le moyen de pouvoir amorcer, impulser l'innovation sur le terrain. Et l'incrémental, ça me parle parce que progressivement, souvent d'ailleurs on va le voir progressif, on confond le mot progressivité avec lenteur, ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt d'avancer petit à petit, étape par étape, de façon collective. Et pour moi, l'incrémental, c'est quelque chose qui est très parlant parce qu'on va adapter ces écosystèmes à ce changement. Alors, c'est vrai que c'est intéressant du coup de mettre en avant le côté incrémental parce que quand on pense innovation, souvent aussi dans la tête, dans l'inconscient collectif, en fait, on pense innovation disruptive. Ça, c'est un terme un peu à la mode, mais en fait, l'innovation disruptive, on en parle depuis toujours avec l'innovation de rupture. Et donc, on pense beaucoup quelque chose qui va très vite, quelque chose qui révolutionne tout de suite un marché, quelque chose qui, du coup, demande énormément de moyens parce que c'est la course à la réussite et tout ça. Et en fait, l'innovation incrémentale, on est à l'opposé. C'est vraiment une innovation qui se fait step by step, petit à petit, que vous allez pouvoir donc développer au quotidien et qui va prendre son sens dans la durée. C'est ça, et qui n'empêche pas d'aller vite. Et qui n'empêche pas d'aller vite ou en tout cas de gagner du terrain sur son marché et ce genre de choses. Donc l'un n'est pas antinomique, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que l'incrémental, c'est pas celle auquel on pense tout de suite quand on pense innovation. Alors, je vais m'attarder aussi sur d'autres questions, enfin sur d'autres termes. Donc, on a l'innovation évidemment technologique, j'en parlais. On va pouvoir la rapprocher à l'innovation disruptive. Cette innovation technologique, c'est ce qu'on a naturellement en tête, c'est-à-dire qu'on a imaginé une nouveauté. On parlait tout à l'heure de nouveauté, on parlait de changement. Eh ben, on utilise ce nouvel outil, on utilise ce nouveau moyen pour pouvoir gagner en tout cas des parts de marché ou pour pouvoir faire la différence sur son marché par rapport à d'éventuels concurrents. D'autres types d'innovation, justement, je l'ai dit un petit peu en lapsus révélateur, c'est l'innovation d'usage qui pour moi est très importante, en tout cas qui pour vous va pouvoir être une solution d'innovation. C'est la capacité à faire un pas de côté par rapport à ce qui se fait naturellement sur le marché pour répondre de manière un petit peu différenciante
aux besoins de son utilisateur final, aux besoins de son client. Et vous allez voir qu'en fait, sur cette innovation d'usage, eh ben, bien souvent, ça va être au niveau des procédés en interne, ça va être au niveau de présenter aussi son offre, ça va être au niveau de converser, d'échanger avec son client, que là, on va pouvoir injecter de la nouveauté, proposer des différences. Et c'est pour ça que quand il y a les nouveautés, le fait qu'il y ait nouveauté, offre et service, bah, c'est intéressant parce que cette nouveauté, elle va pouvoir finalement trouver son sens dans d'autres étapes de ma partie business, au moment de la commercialisation, au moment de la prospection. On le voit beaucoup en ce moment, des moyens innovants de prospecter. Donc ça peut être intéressant. J'aimerais m'attarder sur un terme qui est présent aussi à l'écran, qui est l'innovation adjacente. Alors, l'innovation adjacente, ce n'est pas forcément le terme, on va dire, le plus connu qui est présent sur cet écran. C'est tout simplement, comme je le disais, d'innover, mais sur un nouveau marché. C'est potentiellement de faire la même chose de ce qu'on faisait depuis des années. Au lieu de se concentrer sur tel public cible et de se concentrer, par exemple, sur telle zone géographique, c'est de pouvoir décaler son activité dans une zone adjacente. Et c'est vrai que cette innovation adjacente, peut-être que vous le faites, vous, déjà naturellement. Quand ça fait des années que vous travaillez sur votre marché et que vous allez vous intéresser, et je vais faire un lien avec l'innovation externe, que vous allez vous intéresser à ce qui se fait à côté, peut-être qu'il y aura donc des opportunités, parce que Eco, le haut de Eco, c'est le côté opportunité, c'est le côté rencontre. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a de l'innovation externe à faire, parce qu'avec un partenaire qui potentiellement est sur un autre marché, potentiellement sur un autre continent, on va pouvoir co-construire quelque chose et finalement innover ensemble. C'est à la fois de l'innovation externe, parce que je développe ça avec quelqu'un qui ne fait pas partie de mon entreprise, et peut-être que c'est lui qui tient la nouveauté. Mais par contre, je suis un partenaire pour pouvoir le mettre en place. Et en plus, donc, de l'innovation adjacente, parce que je vais décaler ma zone de chalandise, entre guillemets, pour pouvoir finalement rayonner davantage. Donc, on a vu adjacente et externe. Et messieurs, j'aimerais vous poser la question. Donc, la continue ressemble à l'incrémental, c'est ce qu'on disait. Vous posez la question de ce terme innovation frugale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation frugale, messieurs, s'il vous plaît? On parle de fruits, non? Dans l'innovation frugale est souvent associée, en fait, quelque part, je pourrais comparer ça un peu à du bricolage, c'est-à-dire on essaye de se débrouiller avec notre environnement, avec les ressources disponibles à l'instant, pour pouvoir apporter le changement espéré de manière à sortir du lot, à impulser une dynamique. Donc, l'innovation frugale, moi, je la reçois comme étant d'aller chercher les ressources sur l'instant dans son environnement et avec ses connaissances et ses contacts. Comme ça que je la définirais. Ouais, et puis ça nous permet de démarrer sur un modèle un peu plus lean, c'est-à-dire on va tester des choses, voir si effectivement on répond à un besoin avec notre innovation. Et si on répond à un besoin, à ce moment-là, on pourra peut-être le développer. Alors, c'est vrai que dans sa présentation, donc dans son explication, Julien a utilisé le terme lean. Le terme lean, c'est un terme technique qui s'apparente donc au lean startup. C'est une méthode qui dit justement qu'il est incrémental de développer les choses petit à petit et au lieu de tout de suite mettre les gros moyens, donc très coûteux, pour pouvoir valider une hypothèse et pour pouvoir commencer à impulser son innovation, c'est de faire les choses vraiment petit à petit en se disant au début ce ne sera pas parfait, mais ce truc pas parfait va nous permettre d'impulser quelque chose et déjà d'avoir du résultat. Donc c'est vrai que l'innovation, c'est le frugal, c'est le côté faire plus avec moins, entre guillemets, et ce côté se recentrer sur l'essentiel. En effet, il y a un exemple qu'on a souvent, que j'ai souvent en tête de l'innovation frugale, c'était Dacia. Les nouvelles voitures Dacia, donc du groupe Renault, qui, sur leur nouveau modèle, n'avaient pas mis les vitres électriques. C'était des vitres manuelles, donc je vous parle, c'est un exemple des années 2010, donc la vitre électrique, c'était quelque chose de maîtrisé, qui était standardisé sur toutes les voitures. Et en fait, Dacia, pour pouvoir limiter les coûts sans justement perdre en sécurité, perdre en sûreté et en performance de la voiture, se sont dit, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, qu'est-ce qu'on pourrait retirer pour limiter les coûts? Parce que le besoin, Dacia répond à quel besoin? Avoir une voiture fiable le moins cher possible. Et en fait, leur besoin, c'est une voiture fiable le moins cher possible. Donc, ce n'est pas la vitre électrique. Et cette vitre électrique qui était devenue un standard où on se disait, mais dans les années 2000, une voiture sans vitre électrique, c'est impossible à penser une voiture neuve. Dacia se sont dit, en frugal, on va pouvoir limiter les coûts, justement, en enlevant cette chose-là, parce qu'on va faire mieux, où on va répondre davantage aux besoins de nos clients
en enlevant le superficiel, en enlevant le superflu. Et enfin, donc l'innovation sociale, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et c'est une très bonne chose. Avec le volet, notamment, on entend parler de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Ce sont toutes ces nouvelles pratiques, tous ces nouveaux moyens donc, de proposer des outils, de proposer des services plutôt pour les entreprises de manière plus responsable, que ce soit au niveau sociétal, au niveau social, donc pour la planète ou pour les personnes qui y vivent. Donc, c'est tout un penchant aussi de l'innovation parce que vous aussi, dans votre manière de proposer vos services, de proposer votre proposition de valeur, il y a peut-être là aussi des petites choses à ajuster pour pouvoir se rapprocher vers ce volet qui est très important aujourd'hui, qui est une nécessité. J'ai vu donc sur l'écran de retour qu'il y avait une question. Donc, je vous remercie de poser des questions. N'hésitez pas sur ce type d'innovation. Si certaines vous n'avez pas compris, on peut revenir dessus. Si vous avez d'autres idées de type d'innovation, n'hésitez pas. Mais quelqu'un nous posait la question si c'était vraiment nécessaire de savoir en fait quel type d'innovation on pratiquait, quel type d'innovation on pratique. Alors, nécessaire ou non, ce n'est pas forcément la question de est-ce nécessaire de connaître. En effet, là, on est sur de la définition. Donc, on est en train de défricher, on va dire, l'énormité de ce qu'est l'innovation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de connaître les différents types d'innovation parce que ne serait-ce qu'en les connaissant, ça peut peut-être parfois nous ouvrir le champ du possible en se disant « Ah, j'y avais peut-être pas pensé. Moi, j'avais cette vision un peu galvaudée que l'innovation, c'était que ça. » Et en fait, finalement, je vais pouvoir m'adapter et adapter donc l'innovation au quotidien, à la réalité de mon entreprise pour pouvoir proposer des choses nouvelles ou impulser une nouvelle dynamique dans mon entreprise. Oui, je dirais même que c'est, en fait, de mon point de vue, en tout cas, c'est essentiel puisque ça va justement vous permettre de concentrer vos efforts, vos ressources et votre énergie sur ce qui permet de rendre possible cette innovation. Donc, si vous avez détecté que vous partez plutôt sur une innovation technologique, vous savez que vous n'avez pas trop de doute à mettre un peu les moyens ou aller chercher les fonds nécessaires pour développer cette technologie. Si par contre, vous commencez à vous apercevoir que vous êtes plutôt sur une innovation managériale où l'incrémental va être important, vous savez que vos efforts vont être un peu plus du côté de la direction RH, voire de la communication interne pour pouvoir impulser la dynamique. Donc, je dirais que savoir identifier son type d'innovation, c'est assez essentiel justement pour aller vite et bien et faire mieux avec moins. C'est-à-dire il faut vraiment essayer de passer les étapes en allant à chaque fois à l'essentiel. Et si on n'arrive pas bien à identifier cette typologie d'innovation, on risque de faire beaucoup d'allers-retours, j'allais dire, un peu pour rien, même s'il faut expérimenter, bien sûr. Mais c'est essentiel, je trouve. En fait, ce que tu veux dire, c'est que bien connaître finalement son type d'innovation, in fine, ça va permettre de gagner du temps et de gagner en concrétisation pour son projet d'innovation. Bien sûr, oui, et rester dans l'action. Ok. Alors, la slide suivante, vous allez voir qu'elle est sur la capacité à qualifier son innovation. Merci sur la régie. À qualifier son innovation, donc quand on qualifie son innovation, on la qualifie en fonction de sa typologie, c'est ce qu'on a vu, et ça va être aussi au niveau de son degré, au niveau de son intensité. Donc la typologie, comme je vous le disais, donc ça peut être, est-ce qu'elle va toucher donc les procédés, est-ce qu'elle va toucher au modèle économique, est-ce qu'elle va toucher au produit, est-ce qu'elle va toucher sur la manière de communiquer, est-ce qu'elle va toucher sur ma stratégie de partenariat, ce genre de choses. Et après sur le degré, donc sur l'intensité, c'est plutôt là sur la gestion du timing, parce que justement sur cette innovation, donc on ne va pas passer énormément de temps sur cette slide de la qualification de l'innovation, parce que finalement, dans la question, Edith, tu as pu y répondre. Mais cette importance de savoir donc quelle typologie et à quel degré je souhaite innover, ça permet d'avoir une innovation maîtrisée. Et du coup, à la fois donc, de maîtriser le timing, on sait d'où on commence, où on finit, et du coup, on peut mieux déterminer quel est le plan d'action pour pouvoir concrétiser ce projet d'innovation. Mais surtout, ça permet aussi de maîtriser en termes de coûts, et en termes d'efforts, que ce soit des efforts en interne ou que ce soit des efforts avec un écosystème ou ce genre de choses. Qualifier son innovation, et je vois, Julien, peut-être que tu veux intervenir. J'ai rajouté aussi peut-être sur, encore une fois, la vision et les degrés à atteindre et pas dire c'est inatteignable pour moi. Donc, du coup, je vais mettre en place des process très courts pour pouvoir démarrer. Sachant que on a pu discuter avec on le verra davantage lors du prochain webinaire, le 17 juin prochain, mais on a pu discuter donc avec des chefs d'entreprise qu'on a accompagnés pendant la crise sanitaire et au moment où c'était
beaucoup à l'arrêt, et notamment sur ce côté degré d'innovation. Parfois, l'innovation, ça fait peur, parce que quand on a une entreprise connue, reconnue depuis 20 ans sur son territoire, on se dit « Ah mais oui, mais si je commence à faire les choses différemment, je peux perdre mon identité, je peux perdre aussi mes clients, je peux perdre mes partenaires, ils ne vont pas forcément comprendre ce que je vais faire, pourquoi je le fais. » Et en effet, c'est un risque. Quand on veut tout révolutionner d'un coup, quand on ne sait pas trop pourquoi on veut le faire également, eh ben, le risque, c'est de se perdre soi-même et du coup, d'injecter finalement un peu de confusion dans son écosystème et vis-à-vis de ses clients. Et donc, peut-être avoir ce sentiment de perte d'identité. D'où l'importance du degré. En fait, quand on entame une démarche d'innovation, on n'est pas obligé de passer d'un extrême à l'autre en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui se fait progressivement et qu'on va pouvoir faire petit à petit, et qu'en plus, il existe énormément de services qui peuvent vous accompagner au quotidien. On l'a vu en début de webinaire avec les services du Pays de l'Or, qui étaient très actifs pendant la crise sanitaire et qui le sont toujours, et ben, qu'en fait, il existe énormément de choses pour pouvoir vous accompagner au quotidien dans cette démarche d'innovation. Donc, le degré est important parce qu'on ne passe pas de 0 à 100 en un claquement de doigts. Ça se fait de manière progressive et c'est ça qui est important. Notamment sur la partie qualifier son innovation, c'est qualifier son potentiel aussi d'innovation, et c'est ce qu'on fera ensemble lors du premier atelier à la fin du mois, le 28 juin, pour ceux qui seront présents. Donc, on vous y invite déjà à réserver cette date-là pour qualifier le potentiel de l'innovation au sein de votre entreprise. Slide suivante, un petit ananas, le persona. Ça va être le moment de Julien. Il va vous expliquer donc ce qu'est le persona, mais surtout en quoi cette méthode est importante, voire nécessaire, pour pouvoir adapter l'innovation à son entreprise et non pas l'inverse. Merci, tu me passes la baguette magique. Je te donne la baguette magique. C'est voilà, plus. Alors, j'imagine que je vais pas revenir sur la définition même du persona, hein, mais bien reprendre son importance en fait dans on va dire, le cheminement de sa pensée d'innovation, au-delà de à quoi sert notre produit, c'est vraiment à qui ça s'adresse. Ça, bien souvent, on perd un petit peu ses repères ou son identité ou l'identité de son entreprise au départ, parce qu'on est effectivement aspiré dans son business model, etc. Du coup, on avance. Et on ne se pose pas assez la question à qui on s'adresse. Et ça va déclencher énormément de choses derrière. Le qui s'adresse, bien évidemment, sur les différentes méthodologies, qu'elles soient internes, externes. Hein. Si on s'adresse sur du changement de management intérieur ou sur des nouveaux clients, des nouveaux marchés, etc., comment on va le prendre en compte. Donc, très souvent, on oublie ça. Et ça me pose beaucoup de problèmes pour la suite, pour choisir et travailler collaborativement avec différents services, communication, etc. et partenaires. Donc, je reviens dessus. Donc, on a travaillé bien vraiment sur le cœur du cible marketing et cible de communication. On a ces 3 types de cibles à mettre en place. Donc, c'est une erreur qui peut être fatale si effectivement on ne qualifie pas bien son prospect et son persona. Ça va épuiser effectivement les équipes, les commerciaux, très souvent avec ces changements aussi de méthodologie. On est tout seul à travailler chez soi. Donc, on n'a pas forcément la possibilité d'échanger avec ses collègues, etc. Donc, on perd vite confiance en soi. Donc, il va falloir travailler sur ces outils-là. Et si effectivement on n'oriente pas, ça va être compliqué. Donc, oui, il y a plusieurs exemples. Hein. Les réseaux sociaux ne décollent pas. Donc, Community Manager, il a pas mal fait son travail. Le site Internet est plus ou moins ignoré. Les articles de blog ne marchent pas. Alors là, je parle sur la partie très digitale. Tu sais, Alexandre, que c'est plutôt ma partie. Les actions commerciales sont peu efficaces parce qu'effectivement, l'adéquation produit-offre n'est pas très bonne. Et le pire, c'est les taux d'emailing qui ne sont pas ouverts parce qu'on ne cible pas, on ne segmente pas, on envoie à tout va, en fait, et on n'est pas dans cette démarche d'entonnoir derrière qu'on va mettre en place. Donc, c'est vrai que pour cette notion de persona, nous, ce sont des choses qu'on peut observer donc, quand on accompagne des chefs d'entreprise sur le déploiement d'une nouvelle offre, parce que quand même, mine de rien, quand on parle d'innovation, on pense donc nouveau marché, mais il y a aussi et souvent ce volet nouvelle offre, nouveau service. Et donc, souvent, le réflexe, c'est de pouvoir utiliser les outils qu'on a à disposition et qu'on connaît tous plus ou moins bien, qui sont les réseaux sociaux, le site internet, le blog, hein, pour ceux qui peuvent l'utiliser. Mais quand on parle blog, ça peut très bien être aussi article sur LinkedIn. Peut-être que c'est des choses qui vous parlent davantage. Les actions commerciales et les emailing. Sur cette notion-là, si on vous parle de persona, et c'est vraiment sur ce côté que Julien va pouvoir mettre l'accent,
c'est l'importance de répondre à un besoin. Quand on va pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place, eh ben, ça doit être, et l'innovation, finalement, ceux qui travaillent sur ce domaine-là, c'est un peu notre obsession de toujours se poser la question à quel besoin on va répondre. Nous, quand on a construit ce webinaire, on ne s'est pas demandé ce qu'on allait faire, on s'est posé la question à quel besoin on va répondre, pourquoi est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qui va être important pour les personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. Et bien là, c'est l'obsession de la personne qui souhaite innover et qui va pouvoir mettre en avant un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle manière de faire. C'est quel est le besoin de mon public cible, de ce qu'on appelle donc le persona, qu'est-ce qu'il attend de ce que je vais lui proposer. Donc, du coup, voilà. On a effectivement, en plus quand on est soit en lancement de business ou soit en changement, en adaptant une nouvelle offre, on a souvent une hypothèse, des études, un vécu. Donc, on va travailler là-dessus sur ces différentes sources en fait, de données. Et bien évidemment, en fait, c'est des choses basiques, mais il faut revenir au fondamental du marketing. C'est se positionner sur son entreprise, sa promesse, sa valeur et après segmenter. Donc, il y a soit de l'hypothèse, c'est-à-dire qu'on va imaginer sur un nouveau business quel serait effectivement mon persona, et à ce moment, on va voir dans une deuxième partie comment on va approfondir avec les études. Et puis, bien évidemment, sans oublier tout votre outil CRM, c'est est-ce que les outils que j'ai mis en place pour travailler avec mes clients sont bien remplis? Est-ce que le message a bien été passé dans mes équipes? Notamment, je pense souvent aux forces commerciales qui n'utilisent pas assez ces outils pour qualifier, on va dire, les bases de données, sur lesquelles derrière, on a des outils mais qui ne sont pas travaillés. Et derrière, qui manquent d'informations pour traiter les besoins. Bien évidemment, on revient sur des choses très basiques, mais ce qui marche, mais voilà, c'est études quantitatives, qualitatives, on va segmenter tout ça. Alors, je vais approfondir sur, si les personnes ne savent pas ce que c'est un persona, c'est qu'avant, on travaillait sur des choses CSP, CSP+, pas très, très bien organisées, tout ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche du global jusqu'au segment ultra précis de nos clients, jusqu'à aller faire des tranches d'âge, des pouvoirs d'achat, mais aussi on va travailler sur des quantitatives, donc des quantités, des volumes, de la fréquence, et puis après du qualitatif, qui vont nous rentrer sur des choses beaucoup plus précises sur des focus group, et notamment on va avoir effectivement tout ce qu'on appelle les pain points, c'est vraiment toutes ces motivations, freins, problématiques qu'on va étudier sur nos focus group pour pouvoir derrière personnifier sa cible. Ça permet effectivement de comprendre, répondre à ses besoins, d'adapter son mix marketing et derrière effectivement travailler sur son business model Canva, donc toute la génération de la valeur, la promesse qu'on va mettre en place. Et derrière, on va voir que toute cette promesse va générer des tas de choses sur les partenaires clés, les modèles financiers, les modèles économiques, etc. etc., etc. Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir donner un maximum d'outils, donner des informations. Cette présentation sera disponible pour les personnes qui pourraient revoir, mieux comprendre, avoir un accès pour pouvoir lire un peu plus dans le détail. On voit aussi dans le volet questions que cette méthode comme ça du persona, donc là, on a un exemple B2C. Donc, quand son client est un particulier, est une personne physique, mais ça fonctionne aussi, et c'est très important pour le volet B2B. En fait, quand notre client, donc on travaille directement sur des fournisseurs, si on travaille directement avec des entreprises, on va s'intéresser cette fois-ci à deux choses. Quel est le besoin de l'entreprise qui est ma cliente? Ça, c'est un premier point qui est très important parce que je dois pouvoir, peut-être que là, ce sont des choses plutôt de fiabilité, peut-être que ça va être sur quand je fournis un service, peut-être que ça va être sur le côté qualité, mais aussi il y a quelque chose qui peut être très intéressant et je voulais y venir sur le côté ce qu'on appelle le B2B2C. Donc quand mon client est une entreprise, mais que lui, son client final finalement est un particulier, et comment est-ce que je vais pouvoir m'intéresser aux besoins du client final, de l'utilisateur final, pour optimiser et adapter mon offre de valeur, ma proposition de valeur auprès de moi, mon client professionnel, pour finalement oui, être un prestataire, oui, être un fournisseur, mais aussi être un partenaire de sa performance, parce que là, cette fois-ci, on est clairement dans la co-construction. À partir du moment où je m'intéresse aux besoins de mon client, mais aussi aux besoins de son client pour pouvoir optimiser notre travail ensemble, je suis dans cette démarche collective et de synergie qui est
est très, très efficace. Ouais, comme tu dis souvent, beaucoup d'entreprises s'arrêtent effectivement à la proposition de valeur ou la communication directe avec ses clients, mais finalement ne prend pas en compte, quand on est une entreprise industrielle, d'accompagner en fait son réseau. Et on l'a vu très souvent sur les entreprises industrielles qu'on accompagne, elles se limitent à ça, alors que c'est pas très compliqué de faire la démarche, le step d'après, et d'accompagner par vraiment de l'innovation. Alors moi, j'ai un exemple en tête, une très très grande marque de cosmétiques le fait très bien avec ses clients, où ils ont développé en fait tout un panel en fait de services, de prestations, d'accompagnement avec leurs clients pour répondre effectivement aux clients finaux, mieux servir effectivement la marque, l'utilisateur final, la marque, le service, mais l'accompagner aussi dans sa communication, l'accompagner dans la formation qu'il met en place pour mieux vendre son service, mieux vendre son produit. Notamment, c'est des démarches d'innovation intéressantes de gérer effectivement de la formation. Bien sûr. Parce que effectivement, on met un produit, un service entre les mains d'un revendeur, mais qui ne sait pas forcément le bien l'accompagner, bien le vendre, et ça amène des problématiques. Sachant que là, du coup, on est beaucoup plus, notamment sur ce qu'on pourrait appeler de l'innovation d'usage, parce que finalement, je vais transformer mon mode de pensée, non plus pour m'intéresser uniquement à mon client, mais aussi à son client, à l'utilisateur final, et avoir une boucle très vertueuse. Ici, on est dans le Pays de l'Or. Pays de l'Or qui, avec ses différentes communes, donc très axé sur le tourisme, très axé sur le nautisme. Dites-vous que si par exemple vous êtes une entreprise qui a pour clientèle les bases nautiques qui sont présentes sur le Pays de l'Or, et que vous voulez leur proposer un nouveau service, que vous leur proposez une proposition de valeur, un nouveau produit, vous avez tout intérêt à réfléchir aux attentes de leurs clients à eux. Les bases nautiques, elles, vont accueillir à l'année des touristes, vont accueillir potentiellement des riverains, des locaux. Quelles sont, eux, leurs nouvelles attentes pour pouvoir justement mieux vous mettre dans cette démarche et apparaître comme un réel partenaire aux yeux des bases nautiques quand vous allez leur proposer le nouveau produit. Comprendre qu'on est aussi dans ce côté où il y a une offre pléthore, et du coup, pour pouvoir maximiser ses chances de finalement faire mouche avec son nouveau produit, avec son nouveau service, de mettre toutes les chances de son côté en allant dans la continuité de ce que fait déjà mon client pour pouvoir mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs finaux. Et Julien, merci pour cette présentation sur le persona. J'espère que c'était clair pour chacun d'entre vous. Si vous avez des questions sur cette méthode, qui est une méthode classique, qui est une méthode aujourd'hui qui est beaucoup utilisée en marketing, mais que nous, on a voulu mettre en avant sur le côté importance du besoin, se positionner, se focaliser sur le besoin de l'utilisateur final, parce que c'est ce qui va permettre de colorer finalement la manière de proposer mon innovation. C'est souvent, et nous on le voit dans les cours qu'on gère avec nos étudiants, souvent en fait c'est très mis de côté par les entreprises, on n'a pas le temps, c'est de la perte de temps, alors que c'est vraiment un gain de temps de bien connaître sa cible et de passer du temps dessus pour pouvoir être plus performant. Et on le voit, on va même travailler jusqu'aux différents canaux de communication, réseaux sociaux, etc., pour pouvoir mieux cibler notre approche. Bien sûr. Et c'est vrai que sur le persona, une des plus-values de la méthode du persona par rapport à simplement une étude quantitative ou qualitative, c'est qu'on va aussi s'intéresser à des comportements d'achat. Et en fait, c'est ce côté comportement, parcours, expérience utilisateur qui fait finalement toute la différence. Parce qu'encore une fois, si on s'adresse donc à telle typologie ou telle typologie de clients, eux, ils ont déjà des habitudes. Ils ont déjà des habitudes de consommation, ils ont déjà des moteurs ou des freins à l'achat ou des réflexes d'achat. Et si jamais on ne va pas dans cette vague, on ne profite pas de cette vague pour justement mettre en valeur ce qu'on veut proposer, on va ramer. En plus, tu me parlais d'utilisateurs et de parcours. Aujourd'hui, on a à peu près 6-7 types d'utilisateurs différents identifiés sur les parcours digitaux, et plus de 8 parcours d'intention d'achat différentes. Donc aujourd'hui, on est sur des multitudes de canaux qui nous permettent de tester des messages et essayer de ne pas trop se perdre. En fait. Merci beaucoup, Julien, pour cet outil, pour cette méthode du persona. Et donc, on va passer à la troisième partie de ce webinaire ensemble, la partie autour des mécanismes, la partie autour des outils.
Comme vous le voyez sur votre écran, on va parler donc design thinking, mais on va aussi parler effectuation. Je ne sais pas si ce sont des termes qui vous sont familiers. En tout cas, rassurez-vous, d'ici une demi-heure, ils le seront. On va y voir donc ce qu'est l'outil du business model Canva. On ne pourra pas mettre beaucoup de temps dessus parce que c'est très très dense, mais par contre, on va pouvoir vous le présenter. Et c'est un outil que nous utiliserons lors des prochains ateliers, donc c'est toujours intéressant de mieux les comprendre. Et enfin, je vous l'ai promis en début de webinaire, donc chose promise, chose due, on verra ensemble la méthode Sprint, qui est cette méthode très pratico-pratique qui va permettre en 20 minutes top chrono chaque jour d'innover et d'impulser une démarche d'innovation au sein de vos structures. Et pour cela, donc c'est Eddy Garcia. Alors Eddy, est-ce que tu veux que je te donne la baguette magique? Je veux bien la baguette magique, merci. Donc c'est Eddy qui va pouvoir prendre le relais et donc on interagira avec toi comme on l'a fait avec bien sûr. Je peux déjà commencer à interagir avec ce qui avait été dit, les interrogations que vous pouvez vous poser, parce que l'idée ici de parler de méthode après d'avoir évoqué les outils, c'est de faire le lien justement avec tout ce qui est recherché à travers la détection du besoin, essayer de mieux comprendre le service qu'on va proposer, comment on va l'impulser, et d'avoir ce côté très pratique. L'idée, c'est d'essayer d'identifier et d'être conscient des grandes lignes de ce qu'on est en train de faire pour être efficient, pour pouvoir impliquer ses équipes, aller chercher l'engagement de ses partenaires et surtout donner de la continuité à ce qu'on fait. Très souvent, on peut retrouver sur le terrain des différences entre les intentions, entre les stratégies, entre ce qui est fait lors des séminaires dans les entreprises ou dans les réunions, sans suivi, sans opérationnel. Et on se pose la question toujours de savoir mais pourquoi ça a été abandonné, pourquoi on n'a pas été plus loin, et d'essayer déjà de vous acculturer à certaines choses, peut-être que vous faites déjà, et ça s'appelle l'effectuation, mais vous ne le savez pas, ou alors vous entendez beaucoup parler de design thinking, mais vous ne savez pas vraiment comment l'aborder, et en fait, on est déjà en train de parler des comportements, d'essayer d'observer les comportements. Alors, quand on parle de persona, comme on l'a vu, ça peut être bien sûr le client, l'utilisateur, mais c'est aussi peut-être tout simplement votre collègue ou votre partenaire. C'est essayer de comprendre comment on va faire avec ces comportements, comment on va répondre à ces comportements, ou comment on va essayer peut-être de les changer justement pour impliquer cette dynamique. Alors, on ne va pas essayer effectivement aujourd'hui de mettre des grands mots sur tout ça, on va essayer d'être très pratico-pratique et d'essayer de voir déjà ce que ça veut dire ces histoires de design thinking et d'effectuation. L'idée générale sur ces mécanismes, c'est essayer de savoir comment on s'adapte et comment on se remet en question. Et comme le disait tout à l'heure Alex, c'est de ne pas forcément passer d'un degré 1 à un degré 100 ou de tout chambouler dans ses équipes et dans ses écosystèmes. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Et comme on l'a vu, progressif, ça ne veut pas dire y aller avec lenteur. Progressivement, ça veut dire avancer étape par étape et c'est d'être toujours dans l'action. C'est ça qui est important, c'est de toujours rester actif par rapport à ce changement pour se confronter à l'incertitude, expérimenter justement pour apprendre et encore apprendre et acquérir de la connaissance, ce qui nous rend un peu plus confiants par rapport à l'incertitude aussi, l'incertitude de ce changement. Les grandes idées de ces mécanismes-là, c'est aussi de savoir prendre du recul et d'apprendre à perdre, entre guillemets, je mets bien des guillemets, à perdre un petit peu de temps au départ pour se poser et avoir des moments de réflexion qui nous feront gagner du temps à long terme. Très souvent, on voit des entreprises que l'on suit je vais employer le mot, les dirigeants ont envie de tout chambouler et j'allais dire de tout défoncer sur leur marché parce qu'ils sont hyper dynamiques et hyper actifs, mais ils ont très souvent ces œillères-là où en fait, ils ne prennent pas le temps à un moment donné souvent de se poser la question de quand j'ai impliqué mon équipe dans ce changement, est-ce que mon équipe a bien compris ce que je veux faire? Est-ce que j'ai bien compris ce que mon marché va recevoir comme un message dans cette dynamisme et cette action? Donc l'idée, c'est quand même d'avoir des moments, on va le voir avec la méthode de sprint aussi, où on va rester toujours dans l'action, mais on va aussi toujours prendre le temps de savoir en perdre, parce qu'on croit qu'on perd du temps quand on marque des arrêts, des coups d'arrêt dans son quotidien, mais en fait, au contraire, on en gagne beaucoup à long terme, parce que comme le disait Julien tout à l'heure, si on ne prend pas le recul nécessaire pour savoir qu'est-ce qu'on a loupé dans sa chaîne de valeur et qu'au bout de 3 mois, c'est un des membres de l'équipe logistique qui nous fait remonter un problème et ça fait 3 mois qu'on a bossé sur la techno et sur les process et sur le partenariat, ben peut-être qu'effectivement, la personne qui se retrouvait dans la chaîne de valeur dans logistique était importante. Et c'est vrai que c'est du vécu. Très souvent, dans les réunions qu'on va essayer de montrer comment ça peut s'organiser ou se structurer,
très souvent, on a ces réflexes, il faut le dire, de ne pas inviter ou de faire sortir de la salle des personnes que l'on ne croit pas importantes dans la logique d'innovation qu'on veut mettre en place, qu'on veut impulser. Et au contraire, tous les membres de l'équipe sont importants. Alors bien sûr, si vous avez une équipe de 20, 25 personnes, voire plus, il ne s'agit pas d'impliquer tout le monde tout le temps dans la démarche. Il faut pouvoir justement peut-être revenir à, je ne vais pas employer le mot silo, mais de savoir structurer un cycle de travail et un groupe de travail qui peuvent d'ailleurs se partager les problématiques sur ces sujets. La troisième grande idée, on l'a déjà évoqué sur ces principes-là du design thinking et de l'effectuation, c'est de ne pas s'interdire d'être toujours dans l'expérimentation. Alors bien sûr, du bureau au terrain, ça a été compliqué avec l'année qu'on vient de vivre. Quand on parle du terrain, on parle d'aller à la rencontre de son marché et de ne pas avoir peur de confronter son intention à des premiers bêta-testeurs dans le digital, à des premiers clients qu'on aimerait séduire, à des personnes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour affiner sa démarche, son produit, son service et essayer de détecter où est-ce que je dois mettre le curseur dans mon investissement finalement. Donc, et de ne pas s'interdire cette expérimentation et surtout cette observation, cette chance qu'on a, cette opportunité qu'on a de pouvoir observer son client final. Parce qu'au final, c'est le client final qui va construire avec vous ce service et ce produit. C'est vrai que ce que tu voulais dire sur le côté progressivité, on voit et non lenteur, et surtout, j'aimerais dire, et non inertie. Parce que, comme tu le disais, d'où l'importance, et on le disait au début, de motiver et de finalement faire de l'innovation collective avec les différents membres de son équipe. C'est ce qui va pouvoir, à un moment donné, favoriser ou en tout cas combattre l'inertie. Parce qu'étant donné qu'il y aura différents moteurs au sein des différentes équipes, on va pouvoir être dans l'action et finalement concrétiser ce qu'on souhaitait faire. Et pas beaucoup de motivation au moment où on prend la décision de, et au final, au fur et à mesure, au fur des semaines, au fur et à mesure des mois, il y a tout qui s'essouffle parce qu'on n'a pas suffisamment impliqué les gens dans cette démarche d'innovation. Et puis je rajouterais aussi un terme, c'est la quantité et qualité. Donc, c'est aussi de mettre des équipes dédiées à des services spécifiques en essayant de décharger au maximum de tâches, on va dire, quotidiennes qui vont les polluer, en fait. Et du coup, c'est là où on risque d'avoir cette inertie de tâches, en fait, quotidiennes si on n'a pas bien managé à la base ça. Et là, effectivement, on risque de ne pas y arriver. C'est ça, oui. La grande idée de ce management de l'innovation que vous tentez d'impulser, c'est d'aller chercher cette implication. Et donc, c'est de partager la problématique avec les équipes et de co-construire surtout les solutions à venir avec ces équipes-là. C'est là où il faut prendre conscience, effectivement, que l'ouverture de la problématique qu'on a en tant que dirigeant avec ces équipes est au contraire une chance offerte pour pouvoir impliquer encore mieux les équipes. Alors, quand on dit équipe, bien sûr, pour les TPE, je parle aussi d'écosystèmes et de partenaires. Très souvent, les partenaires sont source d'innovation, puisque comme le disait Alex, par exemple, dans le B2B2C, ces entreprises sont des facilitateurs d'accès au marché pour vous, finalement, en proposant cette co-construction. Donc, la grande idée, c'est surtout, effectivement, dans l'implication et dans le design thinking. La diapo qui va venir. D'accord, il y a un petit moment de latence. Dans le design thinking, on va essayer d'abord de voir comment on va se poser les bonnes questions. Julien le disait tout à l'heure sur le pourquoi et le comment des choses. On ne va pas s'éterniser sur les grands principes de Frédéric Fallis et de Simon Sinek. L'idée, c'est de dire que très souvent, en tant qu'entrepreneur ou quand on réfléchit sur une nouvelle offre de service, de produit ou qu'on veut la communiquer en tout cas, très souvent, en premier niveau de lecture, on fait valoir le service en soi. On fait valoir le fameux qu'est-ce que j'offre. Alors que peut-être souvent, il faut peut-être prendre du recul et en amont s'intéresser un petit peu plus à des remises en question sur l'ordre émotionnel et les comportements auxquels je peux répondre, comme je le disais tout à l'heure. L'idée ici, c'est de savoir, encore une fois, pourquoi je vais faire les choses. Donc, d'où l'idée d'identifier la typologie d'innovation. Quand je vais chambouler toute mon équipe, pourquoi je le fais. C'est-à-dire de bien pouvoir le communiquer avant d'aller trop vite justement dans voilà vers quoi on va se diriger, voilà la solution. C'est souvent le premier réflexe qu'on a, de se focaliser sur ce quoi. Voilà, donc on le disait, ce qui compte, c'est vraiment l'action et l'expérimentation. Et tout ça, ça rentre dans le grand champ de l'innovation, comme on en a parlé. Et certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de Scrum Master, de méthode agile.
L'idée, c'est toujours d'être dans la transparence et la transversalité pour pouvoir communiquer tous ces échanges le mieux possible avec ces équipes. Voilà, donc si vous avez des questions sur ces grandes lignes, n'hésitez pas. On peut continuer sur le design justement, thinking. par rapport à ce que Tout à tu fait. disais, on a une question qui est est-ce que ces méthodes, donc ce qu'on a pu présenter avec les 3 principes, se pratiquent aussi pour des entreprises artisanales ou pour des TPE? Donc, tu commençais à le dire sur le côté écosystème de la TPE, mais du coup, elle dit… Alors, tout à fait, ça se pratique pour les artisans, exactement. L'idée, c'est de pouvoir se donner le temps de se remettre en question et surtout de pouvoir se poser les bonnes questions. Que l'on soit une petite entreprise, une PME de 20, 25 personnes ou 30, l'idée, c'est d'essayer de se concentrer un peu plus sur la mise en question plutôt que d'aller directement sur la solution. Je crois que c'est Einstein qui disait « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à me poser la bonne question et 5 minutes à trouver la solution. » C'est un peu l'idée de cette démarche-là. Donc, en fait, ça s'adapte sur le terrain à toute petite entreprise, bien entendu. Il s'agit de ne pas croire qu'on perd du temps quand on se pose 20 minutes, 1 heure par jour ou qu'on prend une demi-journée par semaine alors qu'on a la tête dans le guidon, bien sûr dans sa production, bien sûr dans sa comptabilité. C'est de pouvoir se dire que ce temps-là est une chance pour la prise de recul et savoir si je ne perds pas trop de temps et d'énergie dans la mauvaise direction. L'idée, c'est d'aller très vite se confronter à l'échec petit à petit pour réussir plus vite. Alors, c'est vrai que là, on voit on parle d'entreprises artisanales et de toutes petites entreprises, donc j'imagine sur les entreprises de 1-2 personnes, en tout cas moins de 10. C'est vrai que c'est quelque chose du coup de difficile à mettre en place quand il y a le poids du quotidien, de la production quotidienne de ce dont on a besoin. Ce serait quoi du coup ton conseil pour ces entreprises-là? Ce serait de bien s'entourer, ce serait de bien s'organiser peut-être, pour, comme tu disais, peut-être faire quelque chose de très défini, 20 minutes par jour pour pouvoir être très progressif, mais concret. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'organisations et même si on est pris aussi par toute la gestion, la comptabilité dans ces entreprises-là, il faut pouvoir se donner des moyens. Et les artisans le font déjà. On connaît beaucoup d'artisans qui se posent des questions de savoir comment bien répondre aux besoins de la clientèle. L'idée, c'est essayer de le formaliser un peu plus et aussi de mieux le communiquer peut-être pour savoir quel partenaire à l'instant va pouvoir m'aider. C'est aussi une histoire de le communiquer. Et Julien, on le disait, la porte d'entrée, c'est peut-être aussi un outil. On a vu le click and collect ou le e-commerce qui a explosé pendant le confinement. Comme tu disais, c'est différents outils, etc. Mais je dirais ce que ça représente une chose, c'est déjà ce que tu disais, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est la vision que vous apportez et l'ambition que vous avez. Si effectivement, on parle d'innovation pour développer son entreprise, pour conquérir de nouveaux marchés, il se trouve que des fois, vous n'avez pas besoin parce que vous restez sur votre périmètre et ça vous va très bien. Par contre, à partir du moment où vous êtes dans cette démarche de posture d'innover, c'est que vous cherchez quelque chose à développer, à répondre à de nouveaux besoins, développer son entreprise, grossir, etc. Après, effectivement, il y a toute cette partie outils, et je reviendrai sur le collaboratif, il y a l'écosystème, c'est au-delà de se faire accompagner par toutes les structures qui peuvent exister, il y a aussi la base du réseau, de converger avec ses pairs sur des idées, comment ça se passe dans ton business, d'échanger là-dessus, et de prendre des bonnes pratiques, d'échanger. On verra sur la partie du collaboratif. Et ça, c'est dans le 4e thème, il me semble, de comment on travaille. On génère des synergies, effectivement. Et le 6 juillet, notre date importante. Et puis, effectivement, c'est des outils très simples, très bêtes, qu'on peut mettre en place. Alors, tu parlais de click and collect, de call and collect. On l'a vu, effectivement, sur beaucoup de magasins de commerce qui étaient fermés pendant le confinement. Il a fallu réinventer, pas réinventer, mais aller trouver des choses qui existent pour pouvoir se les approprier, les mettre sur des marchés parallèles. C'est-à-dire que ça fonctionne dans un secteur d'activité. Pourquoi moi, je n'irais pas prendre les mêmes méthodologies que d'autres entreprises. Ce n'est pas réservé à Amazon, effectivement, de vendre en ligne. Non, on peut le faire. Mais à partir du moment où c'est encore une fois, on va écouter ses clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher, quels sont leurs besoins primaires. Et quels sont leurs modes de consommation. Et leurs modes de consommation également. Et de ne pas hésiter, effectivement, de multiplier les différents canaux, ce qu'on appelle en marketing, ce qu'on appelle les touch points. En fait, c'est les différents points d'accès, points de rencontre avec ses clients, pour être à la fois sur du physique, du digital, du digital, etc. Donc, pas hésiter à se diversifier. Je voyais aussi dans une question complémentaire quelqu'un qui demandait donc, comment on peut initier une telle démarche, j'imagine une démarche d'innovation, et surtout par quel bout je commence pour une entreprise qui n'a jamais innové. Alors, on a peut-être chacun son regard là-dessus.
pour moi, je dirais que pour pouvoir commencer cette démarche d'innovation, par quel bout on commence? Comme on le disait déjà, c'est une posture, et cette posture, elle peut commencer par la curiosité, de voir ce qui se fait ailleurs, de voir comment ça marche et comment ça fonctionne bien ailleurs, peut-être chez un partenaire, peut-être un peu plus loin ailleurs, peut-être chez des GAFA ou ce genre de choses, mais s'il y a ce volet quand même veille, qui est très importante quand on veut proposer quelque chose de nouveau, quand on veut faire ce côté innovation, c'est qu'on ne démarre jamais de zéro. En fait, nous, dans notre entreprise, on a déjà des métriques, on a déjà des choses qu'on fait au quotidien depuis des années, donc on sait comment notre marché réagit, mais il y a certainement déjà peut-être des concurrents, peut-être des partenaires, peut-être des études qui ont été faites également, qui mettent en avant une nouvelle pratique, qui mettent en avant des nouveaux modes de consommation, et du coup, c'est la bonne idée qui va pouvoir te permettre, grâce à de la réflexion, grâce à justement un travail de vision, de te dire, tiens, je vais pouvoir faire de l'assemblage. Parce que l'innovation, j'ai utilisé le mot posture, mais j'aurais pu utiliser le mot assemblage au tout début. L'innovation, c'est de l'assemblage. C'est identifier ce qui fonctionne bien d'un côté, ce qui fonctionne bien chez moi, bien chez mon partenaire. Et après, c'est de la cuisine en interne, voir ce qu'on va pouvoir proposer. Et là, tu mettais effectivement dans posture. Ça, c'est un des premiers conseils qu'on peut vous donner. On sait que le temps est compliqué, qu'on se lève très tôt le matin, on a une grosse journée, mais je pense en tout cas pour nous, qui travaillons un peu dans cet écosystème-là, on s'inflige, entre guillemets, entre 30 minutes et 45 minutes par jour de veille, c'est pas de la perte de temps sur les réseaux, mais de comprendre le marché, de voir les concurrents, ce qui se passe ailleurs dans le monde, d'aller être curieux, en fait, c'est la curiosité, et de dire, ah ouais, ça, on peut peut-être l'adapter, on peut peut-être le changer, s'ils ont fait quelque chose de pas mal, comment je vais pouvoir l'adapter à mon marché, à mon pays. Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, par quel bout je commence? Et je dirais qu'on peut tous les matins déjà se faire 35 minutes de LinkedIn en lisant les articles, en allant dans différents groupes de discussion, etc. Ça va vous permettre de donner l'inspiration pour derrière travailler sur ces briques d'assemblage. Je pense que c'est déjà une bonne plume. Oui, puis sur ces rencontres, on peut se dire aussi que l'innovation, pour faire le lien, c'est très souvent par analogie qu'on va innover, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux placé que les artisans et les petites entreprises pour être en contact direct avec sa clientèle et comprendre quelles problématiques ce client a pu rencontrer, qu'est-ce que je peux lui proposer de nouveau ou de mieux en tant que petite entreprise ou de nouveaux services ou nouveaux produits. Et je vais aussi souvent fonctionner par analogie parce que j'ai vu que quelque chose se faisait bien ailleurs qui pourrait être adapté à la problématique que j'ai perçue chez ma clientèle dont je suis très proche quand je suis une petite entreprise. Donc, on fonctionne souvent par analogie. On a cette chance dans les petites entreprises d'avoir le contact direct avec le marché et il faut pouvoir en profiter. Il faut pouvoir se donner cette chance-là de venir apporter quelque chose qu'on a pu s'apercevoir ailleurs. Voilà. Et surtout, c'est de la rencontre par où je commence. Souvent, on a cette crainte de déranger son partenaire ou son fournisseur ou son client. On a cette crainte, parfois, il faut le dire, de passer pour un idiot parce que je me pose la question sur des problématiques. On a cette peur d'aller se confronter à qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, comment toi, à tel moment, on prend une heure, une demi-heure régulièrement pour parler, comment tu peux m'aider en tant que partenaire ou en tant que influenceur ou bêta-testeur, d'être à l'écoute des courts moments et des sprints, on va y venir, simplement pour échanger. Et très souvent, c'est autour de ces rencontres que l'opportunité et l'opportunité d'innover va se créer et surtout de continuer ce dynamisme. Voilà, parce que vous aurez bien sûr plus de facilité à continuer la discussion avec les premières personnes avec qui vous avez impulsé la démarche pour ensuite pouvoir la concrétiser dans le temps. Et ça va se faire de manière très, très régulière. Méthode effectuelle. Alors, la méthode effectuelle, c'est un petit peu pour reprendre un petit peu tous ces principes en disant que très souvent, par exemple, un des grands principes, c'est d'essayer de se dire qu'il faut agir en perte acceptable. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des grands moyens, des grandes ressources dans ce qui va changer pour moi dans l'entreprise, j'essaye de me dire qu'est-ce que je suis prêt à risquer pour que ça puisse changer ou pour que je puisse mettre mon produit ou mon service, le proposer sur le marché. Voilà, et essayer de se donner ce qu'on disait à l'instant, l'occasion de changer son environnement, c'est-à-dire je me force quelque part à changer mes habitudes, à provoquer mon environnement et à créer mon propre environnement et d'essayer d'aller chercher cette surprise, cet inattendu qui sont souvent à la source. On parle souvent
de hasard, de sérendipité, j'ai pu observer ceci et cela complètement par hasard, mais il faut aller le provoquer, ce hasard. Et c'est donc par la rencontre et l'action qu'on peut s'en donner les moyens pour aller justement détecter les ressources disponibles et les partenaires prêts à s'engager avec moi dans cette démarche, même si ça peut se faire quotidiennement tous les jours, pendant 20 ou 30 minutes ou 2 heures par semaine, mais au moins un minimum. Et c'est vrai que tu vas revenir dessus, mais la méthode effectuelle, pour schématiser, c'est vraiment cette capacité à voir avec ce qu'on dispose déjà, ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut faire de différent, ce qu'on peut faire de mieux. C'est pas le côté tiens, j'ai une idée, il va falloir faire ça, et donc ça va nécessiter révolution dans le monde de l'entreprise, ça va nécessiter énormément de coûts de R&D, ça va nécessiter énormément de choses. C'est vraiment l'inverse. J'ai pas une recette et du coup je vais faire les courses. C'est qu'est-ce qui me reste dans mon frigo, et en fonction de ce que j'ai dans le frigidaire, et ben je vais voir ce que je vais pouvoir faire comme meilleure recette en fonction de la vision de ce que j'avais pour le repas du soir. C'est vraiment c'est bien plutôt ce côté-là, l'effectuel. Exactement. C'est très bien résumé. Il ne faut pas chercher à se dire qu'on ne connaît pas telle ou telle personne. C'est qui je connais dans mon entourage qui peut m'aider à mettre en place tel ou tel outil ou tel service et quels sont les moyens à ma disposition à l'instant T pour me faire avancer. Est-ce qu'on pourrait peut-être se diriger vers les cycles sprint? Ça peut être un moyen de parler rapidement de ce moyen d'action en fait. Allez, au quotidien. Et après, on aura l'occasion de revenir sur ces grands points. Sur les cycles, avant de parler du cycle et du sprint, on va parler du BN Canva. En fait, en quelque sorte, c'est une matrice qui vous permet de synthétiser déjà peut-être l'état de l'art de vos activités et ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'entreprise, aussi petite soit-elle, ou même si vous êtes seul, ou une entreprise artisanale ou PME, c'est déjà d'utiliser un outil qui vous permet d'identifier et de vous reposer des questions sur votre modèle économique. C'est un outil qui, à lui seul, peut synthétiser en quelques mots différentes briques de toute votre chaîne de valeur de manière à identifier sur quoi je dois appuyer pour innover et quel est du coup, finalement, mon type d'innovation. Est-ce que je dois me concentrer sur quelque chose qui va peut-être être nouveau sur le produit et le service et le proposer à un marché et dans ce cas, détecter ce nouveau marché? Quelles sont vraiment les cibles qui vont s'intéresser à mon nouveau produit? Ou est-ce que je vais au contraire avoir détecté une problématique et un besoin sur un marché et je vais y adapter ce produit en question? Ça va avoir des influences sur beaucoup de choses, évidemment, sur le fait de savoir quelles vont être les ressources donc, qui vont m'aider à construire l'offre et combien ça va me coûter pour pouvoir constituer ce produit. Et du côté du marché, ça va m'aider à détecter un petit peu finalement qu'est-ce que mes clients vont être prêts à payer et combien pour pouvoir avoir accès à ce service. C'est une matrice qui peut être très rapide à mettre en place et qui peut vous servir de tableau de bord finalement pour suivre le chemin de fer et le cheminement de votre changement. Oui, parce que c'est vrai que c'est intéressant de ne pas oublier qu'on parlait beaucoup de pourquoi on innove. N'oublions pas qu'on innove pour être plus performant, mieux répondre aux besoins de ses clients, mieux vendre, augmenter son chiffre d'affaires. L'objectif de l'innovation, ce n'est pas innover pour être tendance ou pour dire je suis une entreprise qui innove. L'objectif de l'innovation, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est de baisser ses coûts, c'est d'optimiser finalement son activité, que ce soit très très clair. Et du coup, la manière dont tu présentes ça, tu as bien mis en avant le côté modèle économique et comment on va pouvoir concrétiser ce modèle économique. Oui, et d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais ce BM Canva, c'est vrai qu'il est connu de certains commerciaux ou services marketing ou des dirigeants, bien sûr, pour essayer d'identifier tout ce qu'on vient d'évoquer, mais ça peut être aussi un simple moyen de communiquer avec ses partenaires et d'essayer de savoir comment les partenaires s'impliquent dans les différentes briques de ce BM Canva et comment c'est un outil de communication aussi au final dans son écosystème. Alors, c'est intéressant que tu parles de communication parce que justement, dans l'oreillette, on me dit qu'il y a une nouvelle question. Donc, il y a une question qui est posée qui nous dit est-ce que cela peut également, donc cet outil du business model Canva, peut également aider à développer des arguments commerciaux? Est-ce que dans la partie commerce, on peut avoir une communication avec les partenaires, mais est-ce qu'avec son public cible, ça peut être un outil? Bien sûr, c'est un outil formidable. Il y a deux outils qui sont très très bons. C'est la fiche persona parce qu'on va en déterminer les pain points, c'est vraiment ces problématiques. Et derrière, on va faire des méthodologies un peu plus classiques, si je parle de son cas, des choses comme ça, pour bien délimiter ces arguments, caractéristiques, preuves, qui vont être couplés effectivement derrière avec la proposition de valeur qu'on va pouvoir sortir. Et c'est un outil mais juste formidable pour tous ces commerciaux
parce qu'on va avoir déjà, ils vont avoir une vision globale de l'entreprise, leur stratégie, leurs produits, etc. Et puis derrière, ils vont avoir les arguments forts en fonction des différents personnages, segments et pain points de leur cible. Donc, on va, avec un peu de travail, on arrive à avoir un outil assez formidable. Et c'est vrai que si on le regarde dans le détail, donc là, nous, on vous a mis en avant la proposition de valeur et le segment client, mais entre les deux, vous avez donc la relation client et les canaux de distribution. Ben voilà, on a tout dit quand on a parlé de ça. Cette relation client, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir favoriser une démarche privilégiée pour pouvoir être en contact direct avec son client et donc finalement mieux valoriser, mieux mettre en avant sa proposition de valeur, ce qui se transforme en un argument commercial. Et enfin, sur mes canaux de distribution, plus on va identifier de manière claire des canaux de distribution, ça peut être des partenaires, ça peut être le digital, ça peut être le direct, ça peut être via des prescripteurs, et plus on va pouvoir ensuite tout simplement adapter des arguments commerciaux en fonction de ces différents canaux de distribution. Au lieu d'avoir un argumentaire commercial qui est standard, on va pouvoir adapter et optimiser son argumentaire en fonction de son canal de distribution. Exactement, et c'est vraiment une matrice qui permet de pouvoir faire un résumé, une synthèse de tous ces éléments et de pouvoir les améliorer petit à petit. Alors, comment le remplir, par où commencer, on pourra le voir lors de peut-être de prochains ateliers dans la pratique. Ouais. Mais déjà, en soi, les différentes briques de ce BM Canva, pour toute entreprise, peuvent faire l'objet de cycles de travail, de cycles sprint, et on peut se donner la possibilité tous les jours, 20 minutes, 30 minutes déjà, de répondre à tout un tas de problématiques qui pourraient être développées dans chacune des briques de cette matrice qu'est le BM Canva. En soi, déjà, ça peut être utile. On pourra donc revenir sur les questions posées. On voit ici les symboles entre le marché et le produit, le service, au centre du tableau et à droite. Mais elles ont déjà été évoquées déjà en grande partie par Julien sur le marché à droite, les craintes, les risques et les bénéfices recherchés par les clients. L'idée des cycles sprint et comment essayer d'amorcer une démarche, c'est se donner cette possibilité de se créer des temps définis. On se dit tout le temps, est-ce que ça va nous prendre? Alors parfois, bien sûr, on peut le prendre en journée pour ceux qui le peuvent dans certains moments, dans certains séminaires, mais d'avoir en tout cas des phases et de pouvoir les structurer. Il faut toujours 3 éléments. Le temps déterminé, est-ce que je prends 20 minutes, est-ce que je prends une demi-heure, est-ce que je prends 1 heure? Un sujet à traiter, le plus précis possible, plus vous serez large dans la problématique à traiter dans ce temps imparti, et plus vous aurez de complications à pouvoir avancer. Il faut toujours essayer de décortiquer sa problématique en phases et en étapes, de manière à se dire, voilà, je vais peut-être essayer de prendre 20 minutes régulièrement ou 30 minutes pour répondre à telle ou telle problématique. Et le troisième élément fort de ces cycles-là, en plus du temps et du sujet, c'est toujours se donner, si on est 2, 3 ou 4, à pouvoir échanger avec ses partenaires, une personne qui va être finalement un peu le maître du temps et un peu le maître de la conversation, parce que ce qui peut très vite déborder quand on a ses réflexes et ses habitudes. Alors bien sûr, on ne dit pas qu'il ne faut pas un peu de flexibilité et de sympathie, mais si on commence à parler du dernier Star Wars dans les 20 minutes qu'on s'est attribué pour essayer de décortiquer la crainte, par exemple aujourd'hui, de mon persona sur tel produit, on ne se donne pas la possibilité d'aller jusqu'au bout de l'idée. Donc on va essayer de se créer ces cycles-là, et ces cycles, on essaye dans le design thinking, on parle souvent de 5 phases. Et la phase dont on parlait tout à l'heure, qui est la phase du quoi, quel est mon produit, quelle est ma solution, elle arrive très souvent en 3e étape, c'est-à-dire la phase d'imagination de sa nouvelle démarche et conception. Avant, on va se donner la chance justement de se poser les bonnes questions, d'explorer, d'être dans l'expérimentation pour pouvoir structurer toutes ces questions. Et enfin, en 3e étape, essayer d'imaginer des pistes possibles, et aussi dur que ça puisse être au niveau parfois du management, du temps, de la technologie, du service, et bien pour pouvoir être testé et prototypé, il va falloir choisir à chaque fois une solution à prototyper. La grande idée dans cette démarche, c'est de pouvoir se donner la possibilité de prototyper quelque part un début de solution de manière à aller très vite à la rencontre du marché et voir si ce que je suis en train de faire peut fonctionner ou pas. Donc, on peut très rapidement déjà commencer à avoir cette habitude à se créer ces cycles-là. On pourrait aller bien sûr beaucoup plus loin dans la démarche dans un autre atelier, mais l'idée, c'est de pouvoir structurer des moments régulièrement avec ses partenaires pour découper finalement les différentes questions que je me pose pour pouvoir innover. Alors, ce que je te propose, Edis, sur cette présentation de la méthode du sprint,
c'est qu'on puisse faire quelque chose en effet de très pratico-pratique. Et vu que tu vas pouvoir décliner jour après jour donc, les différents cadres, que ce soit explorer, cadrer, imaginer, expérimenter, tester, ce que je te propose, c'est que tu puisses nous expliquer, donc, que ce soit la divergence, la sélection, concevoir, prototyper, tester, que nous explique ça, et qu'on puisse se projeter tous les trois et tous ensemble sur concrètement comment les personnes qui nous regardent, quelle forme ça pourrait prendre de mettre ça en place. Exemple, quand on va partir sur la divergence, donc tu vas nous expliquer l'importance de la divergence sur le volet explorer, et ben on va pouvoir donc voir quelles sont les méthodes pour pouvoir explorer et ensuite donner un petit conseil. Tout à l'heure, on nous disait comment on peut commencer, par quoi, par quel bout on peut commencer. Peut-être que là, nous, notre conseil, ça va être, si vous êtes une entreprise, de pouvoir profiter d'une pause déjeuner avec des membres de l'équipe pour pouvoir proposer cette méthode-là et du coup commencer à diverger. Si vous êtes une entreprise et que vous êtes tout seul, peut-être que ça peut être avec des amis, peut-être que ça va être avec des partenaires, en fait, pour pouvoir, de manière très concrète, voir comment est-ce que ça va pouvoir être mis en place potentiellement dès demain pour les personnes qui sont en train de regarder. Oui, c'est ça, l'idée de cette mise en place-là, c'est que ces phases ont toute leur importance. La grande idée aussi de cette démarche, c'est d'éviter les réunionites et d'essayer d'avoir des prises de décision qui concrétisent l'avancée du projet et de ne pas faire des réunions que pour faire des réunions. Donc l'idée déjà, ça peut déjà commencer par là, c'est d'organiser des réunions, ce qu'on peut appeler, parce que vous avez peut-être pu entendre parler de brainstorming, mais on va au-delà de ça. L'idée, c'est de les structurer. Par exemple, dans la phase de divergence, la première phase, que cette phase dure, donc on organise une réunion collective avec plusieurs personnes, qu'elle dure 20 minutes, 1 heure ou une journée suivant le contexte. La grande idée de cette phase-là, c'est qu'on est en phase de divergence totale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'interdit pas l'idée la plus folle qu'il puisse y avoir dans mon écosystème et qu'on va avoir là une phase de lâcher prise. C'est une phase où on s'interdit quelque part, où on va reculer plutôt son jugement et on va laisser s'exprimer de manière créative, libre quelque part, tous les membres de l'équipe ou de ses partenaires pour pouvoir prendre un maximum d'idées. Parce qu'on va pouvoir fonctionner plus tard par analogie, on va pouvoir fonctionner plus tard avec des idées créatives, mais l'idée de cette phase de divergence, c'est d'être le plus relâché possible et de suspendre son jugement. C'est que dans la deuxième phase, dans la phase de cadrage, on va pouvoir se permettre de commencer finalement à catégoriser, à segmenter les idées, donc toujours par rapport à une problématique précise. Peut-être que la première phase, c'est je vais explorer quel service, quel produit je vais mettre en place parce que je connais bien un marché et je vais lui proposer quelque chose de nouveau. Je ne m'interdis pas toutes les solutions que je peux imaginer. Je ne me suspends pas mon jugement de la faisabilité à un coût pour l'instant ou à une manière, à une concrétisation. Je vais le faire dans un deuxième temps. Oui, parce que c'est vrai que cette phase d'exploration, ça peut être aussi même sur des outils à mettre en place ou ce genre de choses. Tout à fait. Ça peut être ce genre de choses. Et puis n'oublions pas que l'innovation, et tu le disais, la peur du ridicule ou d'avoir l'air idiot, tout quand même, enfin les projets, alors on va rentrer dans les extrêmes, mais les projets les plus innovants, au départ, c'est quelque chose qui fait un peu sourire ou qui fait un peu peur. Quand on voit maintenant que c'est tout à fait normal de rentrer dans la voiture d'un inconnu pour aller d'un point A à un point B, ça s'appelle Blablacar, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on regardait des grands yeux en mode « Ah bon, tu fais confiance à un ou une inconnue pour aller d'un point A au point B ». Et ça fonctionne très bien comme ça. Et c'est la même chose pour Airbnb. Et on peut voir que ces choses-là, qui sont devenues tout à fait normales, au début, quand elles sont arrivées, on les regardait avec des grands yeux et c'était au mieux, ça faisait sourire, au pire, ça faisait peur. Oui, donc c'est vrai que sur cette phase d'exploration, il ne faut jamais s'interdire de bien aller dans tous les sens. C'est ça, il ne faut pas s'interdire la folie dans cette phase-là. Ce n'est pas là où on va circonscrire les idées. Et les idées les plus folles doivent être exprimées à ce moment-là. Ouais, c'est souvent dans ces cas-là où on a le côté très réfractaire, etc., où non, c'est pas possible. En fait, on a le vécu de l'expérience et de l'entreprise qui dit non, on a déjà exploré, mais ça n'a jamais marché. Alors, on n'a pas forcément fait d'études. On s'est dit non, c'est pas pour moi, ou non,
Enfin, voilà, c'est là où cette phase-là, elle est la plus débloquante et sur laquelle il faut apaiser, on va dire, toutes les peurs et les souffrances. Et les a priori, d'où l'importance aussi, par exemple, si vous êtes un artisan ou si vous êtes une TPE, que vous n'avez pas forcément X mille collaborateurs ou personnes autour de vous, n'hésitez pas à faire cette première phase d'exploration, peut-être avec des personnes qui n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité. Ces gens-là n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité, mais par contre, quand on va susciter leur réflexion, susciter leur imaginaire, eux, ça va être des personnes ressources qui vont vous permettre de pousser les murs, d'ouvrir le champ du possible. Et quand les murs sont bien ouverts, il y a la phase de cadrage pour ensuite avoir quelque chose de très clair. Exactement. On ne s'interdit rien à ce moment-là et on va pouvoir commencer dans des phases supplémentaires. Donc, c'est toujours pareil. Ça dépend du temps que vous permettez de donner à ces phases-là. Mais cette phase de cadrage, elle peut durer une demi-heure à certains moments sur certains sujets. Ça peut durer une journée, parfois plus. Ça va dépendre de votre démarche. Mais c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir identifier finalement les paramètres d'ouverture et de fermeture à certaines idées. Il ne faut pas oublier que la transition entre la phase exploratoire et la phase d'imagination de concept, souvent dans la phase de concept, on va avoir des analogies, des rattrapages d'idées. C'est-à-dire que derrière les idées les plus folles se cachent finalement dans l'inconscient des attentes dans l'imaginaire de son public, de son marché. Et donc, on va essayer de fonctionner par analogie pour pouvoir commencer à concevoir une idée vers laquelle je vais diriger toute mon équipe et toute mon énergie. Et dans la phase de cadrage, on va commencer à explorer toutes ces idées et à travers différents outils, pouvoir identifier les items qui vont permettre de se dire, bon, mais finalement, est-ce que je choisis telle catégorie d'idées en fonction du coût que ça peut impliquer, en fonction du temps que je vais passer, en fonction du recrutement que je vais devoir faire ou de la formation que je vais impliquer dans mes équipes, voilà, quels sont les paramètres qui vont me permettre de choisir les idées qui ont été évoquées en phase de divergence. C'est la phase vraiment intermédiaire avec la phase de convergence. Et avant de passer du coup sur le volet imaginer et concevoir, j'aimerais rajouter que cette phase de cadrage, de manière très très claire et simple, c'est une identification et une qualification des contraintes. Parce que l'innovation trouve son sens dans la contrainte. L'innovation, c'est un moyen de finalement dépasser des contraintes, c'est un centimètre haie, et chaque contrainte, chaque haie, c'est une contrainte, et c'est cette capacité à justement pouvoir les contourner, pouvoir passer par-dessus. Et donc, cette phase de cadrage, de manière très très claire, c'est quand vous avez ouvert le champ du possible, et maintenant vous revenez vers vous, vers votre entreprise, vers sa réalité, et vous identifiez les contraintes. Et la phase de conception-imagination, c'est tout simplement le ratio entre le champ du possible le plus ouvert du monde et les contraintes qu'on a identifiées pour pouvoir concevoir quelque chose de concret et de réalisable. Exactement, et c'est là où il y a d'autres outils qui peuvent rentrer en jeu justement pour confronter la réalité de son entreprise, son écosystème et ses ressources, la méthode effectuelle, avec le monde finalement imaginaire que vous avez dessiné dans la phase exploratoire. L'idée de cette phase d'imagination, c'est de commencer concrètement à identifier les 2-3 bonnes idées qui vont pouvoir potentiellement être prototypées ou testées en fonction des paramètres que j'ai redéfinis. Là où ces cycles sont appelés les cycles itératifs, c'est qu'on ne s'interdit pas. C'est là où souvent on a peur dans les démarches de revenir en arrière. C'est qu'on ne s'interdit pas de revenir en phase de cadrage pour réidentifier des items de manière à essayer de voir comment on peut justement coller à la réalité de ce qu'on peut faire. Voilà, il ne s'agit pas non plus de dire oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle souvent aussi le pivot, c'est-à-dire de savoir être agile dans son entreprise et de ne pas dire je pars avec une idée en tête. L'idée de départ, elle n'est pas forcément la bonne. Donc, on va pouvoir, dans son projet, dans ces phases-là, pouvoir piloter, être agile et changer le cap pour pouvoir réussir. Pivoter, être agile, changer le cap au gré des rencontres et au gré des échanges. Comme tu disais, Eddy, d'avoir un cycle itératif et de revenir sur le cadrage. Souvenez-vous, au début de webinaire, on vous parlait d'open innovation et de la nécessité aussi d'intégrer, quand vous êtes une entreprise avec différents services, différents membres représentant différents services, parce que chacun de ces membres va pouvoir mettre en évidence des contraintes et du coup, c'est là qu'on gagne du temps. Parce que moins il y a de cycles itératifs, plus on est performant et plus on va pouvoir aller vers la phase 4 qui est l'expérimentation et le prototypage. Exactement. Donc là, effectivement, la phase d'expérimentation, elle vise justement à avoir ce temps donné pour pouvoir concevoir ce prototype qui va être testé. Donc, j'ai été amené à choisir une seule idée. Il va falloir maintenant que je la conçoive. Est-ce qu'il s'agit d'un site internet?
Est-ce qu'il s'agit d'une vidéo qui va parler de ma solution? Est-ce qu'il s'agit d'une maquette d'aménagement de mon hall d'accueil en tant qu'hôtelier? Est-ce qu'il s'agit d'un produit que je vais faire avec de la mousse polyuréthane dans un atelier? Voilà, il s'agit d'aller trouver et de concevoir le produit assez juste pour qu'il soit compréhensible par son marché et en même temps essayer de récolter en phase 5 un maximum d'éléments qui vont me permettre d'affiner encore et encore mon offre avant de déployer encore trop de moyens et d'énergie vers le produit final. Ce qu'on a souvent le réflexe de faire, c'est de dépenser des dizaines et de milliers d'euros pendant 3 ou 6 mois, alors que je n'ai même pas eu l'occasion finalement de confronter peut-être cette manette au marché qui est finalement très bien et qui a pu être testée au final dans ces phases-là. Et ce qui est très important, c'est ça, c'est la phase… Quelle forme je vais donner finalement à mon idée? C'est ça. Parce que sur la phase 3, j'élague tout ce que je pouvais avoir pour avoir une idée, pour prendre la décision. C'est un peu la phase de la vision et de se dire, bon, ben, on part sur ce cap-là. Hein, tu disais, changer de cap plusieurs fois. La phase 3, c'est, OK, bon, ben là maintenant, de par tout ce qu'on a pu voir sur les différentes contraintes, on est décidé, on va partir là-dessus. Ça aura l'occasion de changer en fonction de ce que pense le marché de notre choix. Mais en tout cas, la phase 3, c'est ça. La phase 4, c'est quelle forme je vais donner pour que n'importe qui puisse le comprendre et me donner son avis. Parce que ce qu'il faut dans la phase 5, c'est le tester, c'est avoir le retour client. On a parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise et quand on discute, quand on écoute des interviews de chefs de très grandes entreprises à très gros succès, ce qui revient systématiquement, c'est le client final, c'est l'utilisateur final qui a raison. Et parfois, même si on pensait qu'on allait directement dans une direction et que c'était la bonne idée parce que c'est les top managers qui ont eu cette idée et qui se sont dit « Ah oui, c'est sûr, c'est ça », et ben, si le client final, c'est le client final qui a raison. C'est lui qui va dire « Ah ben, aujourd'hui, oui, c'est une bonne idée. Oui, je suis prêt à dépenser de l'argent. Oui, je suis prêt à utiliser du temps pour venir utiliser votre service. Oui, ça m'intéresse. » Et cette phase de test, elle fait finalement gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ouais, il y a 2 notions très, très importantes dans ce que tu viens d'évoquer. Bien sûr, sur la phase du persona, on l'a déjà évoqué, je vais y revenir là très rapidement, mais surtout quand vous impulsez une démarche de design thinking, ce qui est important dans les cycles, en tant que justement top management ou celui qui initie, qui impulse l'idée, surtout quand vous êtes en phase d'exploration, ne jamais évoquer l'idée à laquelle vous avez pensé, parce que le but du design thinking, c'est essayer de voir si l'équipe et votre écosystème rejoint l'idée que vous avez déjà en tête, et finalement, peut-être va vous donner aussi l'opportunité d'avoir d'autres idées. Si vous impulsez dès le départ de la démarche les solutions auxquelles vous avez déjà pensé, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, vous n'allez pas avoir l'opportunité d'explorer cette démarche. L'idée, c'est de pouvoir se réserver sur cette idée-là et d'essayer de l'ouvrir plus tard. En tout cas, se donner la chance d'avoir d'autres idées à confronter. Sur l'idée du persona, en phase de test, là où c'est important et ce qui est reflété dans la réalité, c'est que très souvent, on peut avoir des entreprises qui nous disent « mais moi, je n'ai pas 100 personnes à venir inviter pour tester mon offre, que ce soit un aménagement, du digital ou mon produit. » Sauf qu'il a été révélé que si ce persona est bien construit, 6 personnes, 6 clients ou utilisateurs qui donc reflètent ce persona peuvent vous faire remonter 85% des problématiques de votre prototype. Au-delà de la 7e personne et plus, ce sera 15% des problématiques en plus. Donc finalement, identifier 6 personnes phares sur votre marché qui vont venir tester avec vous et avec lesquelles vous allez prendre 1 heure de votre temps peut-être pour pouvoir utiliser cette manette par exemple ou votre produit, eh bien c'est important à savoir parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur ces 6 personnes-là. Voilà. Là, on a… Et c'est vrai que cette phase de test, elle est nécessaire pour récolter très rapidement un maximum. Donc, ça veut dire qu'il faut, comme tu disais, Eddy, je voulais rebondir là-dessus, il faut l'organiser. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, une phase de test, ça doit être qualitatif. Ça doit justement aller voir des personnes bien précises et ensuite leur proposer soit via un questionnaire, soit via un outil, enfin en tout cas de pouvoir récolter et d'avoir un échange direct. Et d'avoir cet échange direct. On est sur du qualitatif, on n'est pas sur du quantitatif. Messieurs, merci pour cette présentation. J'ai vu dans les questions, on va pouvoir passer dans l'onglet des questions. Et là, j'en ai vu une. Alors, je pense que ça va faire débat autour de cette table, parce que nous avons 2 tables devant nous. Mais il y a une question qui a été posée qui disait « Oui, mais l'innovation, c'est aussi parfois créer le besoin. » Donc, messieurs, ma question, selon vous, est-ce qu'on crée le besoin? On a chacun une image. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on entend souvent. On dit « Ah, ben Apple, ils ont créé le besoin, par exemple, avec le smartphone. » Est-ce qu'on crée le besoin? Alors, nous, on a un mot, chez nous, on ne crée jamais un besoin, on révèle un besoin. Le besoin, il est latent, parce que si effectivement, il n'y a pas de besoin, le produit ne fonctionnera jamais.
Donc, en fait, c'est qu'il y avait un besoin qui n'a pas été créé, il est révélé, en fait. C'est comme l'image, c'est comme la photographie, on a pris un cliché à l'instant T, par des outils, on a révélé cette facilité, ce besoin. Donc, nous, on pense fortement chez Gravity, en tout cas, qu'on ne crée pas un besoin, on va plutôt le révéler. On va plutôt le révéler, et c'est vrai qu'en fait, cette notion, c'est la notion sous-jacente, c'est la notion de time to market. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez souvent entendu, mais quand on fait de l'innovation, on est souvent confronté à cette notion de time to market. C'est justement le timing, le moment. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que j'arrive sur un marché qui est mature? Parce que c'est la même chose. Souvent, on dit quand on a une bonne idée, on ne veut pas trop la révéler, ou on est en train on a un peu peur dès qu'il y a un concurrent ou quelqu'un qui fait la même chose, la chose de la même manière. Ça, nous, on trouve que c'est plutôt bon signe, parce que s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. S'il y a un marché, c'est qu'il y a un besoin. Donc, pour vous, ça veut dire qu'il y a des chances supplémentaires que le time to market soit favorable et que ce soit plutôt le bon moment de lancer votre produit. Les conséquences d'un time to market défavorable, c'est quoi? C'est que là, vous allez prendre une rame d'un côté, prendre une rame de l'autre, et vous allez commencer à ramer, parce que peut-être que vous avez une très bonne idée, mais aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts. Donc, vous rentrez dans une phase de démocratisation, d'évangélisation, et vous devez du coup convaincre chaque partenaire, chaque client, chaque personne que c'est vous qui avez raison, ou en tout cas que votre solution peut servir à quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent, on crée le besoin, nous on pense qu'on révèle un besoin, et même quand il y a l'arrivée du smartphone et Apple, on dit Apple a créé le besoin, non, en fait, Apple a révélé ce besoin d'une fluidité nécessaire dans l'échange, ce besoin d'une interconnexion globale, notamment avec la capacité d'avoir Internet sur son propre téléphone, et donc ce besoin d'instantanéité et de fluidité. Si on voit Apple, ils ont toujours gardé cette ligne de conduite-là, c'est la simplicité, c'est le côté épuré, et c'est le côté très fluide, très ergonomique. Et en fait, Apple, c'est ce besoin auquel ils ont répondu quand ils ont lancé leur smartphone. Quand tu parles de time to market, une anecdote très, très intéressante. J'ai vu ça il n'y a pas tellement longtemps et ça m'inspire fortement. C'est un très gros cabinet américain qui accompagne à peu près 250-300 entreprises justement à révéler, à innover, etc. Ils ne comprenaient pas, quel était le facteur en fait qui faisait qu'une entreprise décollait ou pas, une start-up qu'ils accompagnaient décoller ou pas. Donc, ils ont fait, le cabinet a pris du temps, a fait effectivement des calculs, a regardé tous les facteurs, facteurs humains, financiers, etc. Et le point commun à toutes les entreprises qui décollaient, en fait, c'était vraiment ce point time to market. Ils prenaient pour exemple, lui, son entreprise. Ils avaient, fin des années 90, développé un produit, ils faisaient du streaming vidéo, ils hébergeaient des vidéos, et c'était la promesse de pouvoir libre voir des vidéos gratuitement ou plus ou moins payantes de façon instantanée. Sauf que c'était bien avant YouTube qui est arrivé en 2003. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu une chose, c'est qu'à l'époque, la taille des tuyaux sur Internet, c'était très léger et que du coup, le débit ne permettait pas en fait de pouvoir profiter pleinement de leurs produits. Donc, le time to market n'était pas là. Et on voit après l'ADSL, le débit arrivé début des années 2000. YouTube se part dans cette brèche-là. Et ils étaient time to market parce qu'ils avaient l'adéquation, révélation du besoin de voir de l'instantanéité de la vidéo et aussi adéquation avec la technologie qui permettait aussi de diffuser massivement leurs vidéos. Donc, c'était très inspirant de voir effectivement ce time to market est là. D'où l'importance d'identifier des contraintes. Là, on était sur les contraintes technologiques. Et donc, ces contraintes technologiques, parfois, c'est un partenaire qui va pouvoir, quand on parlait justement de l'innovation technologique, peut-être que c'est un partenaire qui va permettre de débloquer un verrou, débloquer une situation et me permettre, potentiellement quelques années plus tard, de développer ce que je voulais faire. Il reste 15 minutes, il est 11h45. Nous espérons que ce programme, ce qu'on a pu vous présenter, a fait écho. Petit jeu de mots sur le nom du programme, du parcours, vous a fait écho. Et surtout, c'est le moment des questions. Donc, on a un peu moins de temps que prévu pour les questions, mais c'est parce qu'en fait, on les a parcourues au fil de l'eau. Donc, est-ce que parmi vous, certains d'entre vous ont des questions? Ça peut être sur quelque chose de bien précis. Ça peut être une question globale sur le parcours, sur le prochain rendez-vous du 17 juin aussi, si jamais vous le souhaitez.
En tout cas, c'est votre moment, le moment participatif, on est à votre écoute. Alors, je vois les questions qui sont en train de s'écrire. On va pouvoir voir ça. Il y a une première question sur le coût de l'innovation. On nous demande, donc c'est vrai qu'on a parlé de plusieurs coûts d'innovation. Quel est le coût d'innovation? Est-ce que l'innovation coûte nécessairement cher? Donc là, on est sur une idée reçue. Messieurs? Oui, je peux peut-être répondre aussi sur ce point-là, sur le coût. En tout cas, ma perception sur le coût, ça dépend comment on prend l'innovation, encore une fois, parce que tout ce qu'on fait tous les jours en tant qu'entrepreneur, quoi qu'il en soit, ça coûte. Et il n'y a rien de pire que de perdre son temps et donc d'engendrer des coûts par rapport au fait qu'on ait raté quelque chose, une offre, une opportunité, et donc rater l'innovation. Donc déjà, il y a cette notion-là peut-être à avoir. Le coût de l'innovation, par quoi ça peut être engendré? Ça peut être engendré par la perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps, on l'a dit. Par la détection des bonnes ressources, le recrutement et la formation, par un coût matériel et immatériel quant à l'offre à mettre en place. Mais si je me donne les moyens d'y aller petit à petit, justement, et de maîtriser ce coût-là, quel est le coût? C'est quand même très compliqué à répondre à cette question. Ouais, ça peut être. On peut parler de pourcentage de chiffre d'affaires. Pourcentage de chiffre d'affaires. Effectivement, c'est un coût, qu'il soit financier ou humain, il y aura toujours un coût. Mais l'idée au-delà du coût, c'est de voir l'opportunité, parce que derrière un coût, il y a des ressources. Et les ressources, après, il y a différents leviers qu'on peut mettre en place. À partir du moment où vous avez travaillé sur une bonne innovation, vous répondez à un besoin qui va être qualifié par ce qu'on appelle un MVP, un POC, la preuve de concept, et que vous avez un business plan qui tient la route, et derrière, vous pouvez vous faire accompagner par les territoires, par les différents dispositifs d'accompagnement, justement pour financer en fait ce coût. Donc oui, c'est un coût de démarrage, c'est un coût de temps, mais c'est encore une fois, il ne faut pas se fermer à ça. Il faut voir vraiment si c'est une nécessité, si c'est un investissement, et derrière, comment vous pouvez vous faire accompagner là-dessus. C'est ça, en fait, moi je voulais rebondir sur le volet investissement. C'est un investissement en termes de temps, mais par contre, là où l'innovation peut coûter très cher, c'est si jamais elle est mal calibrée, si jamais elle est mal définie, et si jamais… Elle n'a aucun besoin. Bon, si elle ne répond pas à un besoin, ça c'est le pire, mais si elle est mal calibrée, si elle est mal définie, et qu'on ne sait pas exactement où on veut aller et pourquoi on veut aller, il y a une inertie, il y a une espèce d'envie de faire quelque chose, mais finalement, on va perdre la moitié de ses équipes, on va dépenser du temps principalement, et finalement pour très peu de résultats. Donc, le coût de l'innovation, c'est surtout une innovation mal maîtrisée. Par contre, sur les portes d'entrée à l'innovation, on est sur de la posture, on est sur de l'identification d'un besoin auprès de ses clients. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans forcément dépenser au quotidien, comme on l'a vu avec les différents réflexes à avoir à ce niveau-là. Et il y avait une deuxième question sur la temporalité. Est-ce long pour avoir des premiers résultats? En fait, là, on l'a vu avec le format sprint qu'a présenté Eddy. On peut avoir des premiers résultats très rapidement. Ça dépend aussi, encore une fois, de comment on définit le résultat. Est-ce que le premier résultat, c'est d'avoir des premiers échanges avec des partenaires qui disent « Ah, ça m'intéresse, compte sur moi, on co-construit ensemble », là, les résultats peuvent être très rapides parce qu'au final, on l'a vu, c'est dans la phase d'expérimentation et de test. Quand on va travailler avec un écosystème, quand on va travailler avec des partenaires, ça peut déjà être très, très intéressant, très rapidement, ne serait-ce que la phase 1 d'exploration. Si vous mobilisez votre écosystème en disant « On travaille ensemble depuis des années, voici un peu les idées que je souhaiterais faire, est-ce que tu veux en être, est-ce que ça t'intéresse, comment on pourrait réfléchir ?» Ça remobilise son écosystème, ça retravaille sur son attractivité d'entreprise et ça relance entre guillemets la machine. Donc, le résultat peut quand même être pas instantané, mais très rapide quand on entame cette démarche. Qualificatif, motivation, très rapidement. Tout à fait. Et après, il y a toujours peut-être la notion de quantitatif dans les premiers résultats, mais là, on rentre dans d'autres dimensions sur les ventes peut-être, hein, sur le bout du cheminement, alors que ce qui est important, c'est peut-être d'avoir ce ressenti au début avec la motivation des parties engagées, qui sont déjà des premiers résultats très prometteurs. Et encore un autre terme de résultat, je parlais tout à l'heure d'attractivité, mais il y a aussi l'attractivité au sein de son entreprise. Je pense notamment aux millennials et aux entreprises qui parfois ont du mal à
à recruter des jeunes talents, à recruter de jeunes collaborateurs, de jeunes collaboratrices, et ben, une entreprise qui innove, qui a ces démarches-là et qui implique aussi ses collaborateurs, l'ensemble de sa chaîne de valeur dans ses prises de décision, ou en tout cas dans sa vision, c'est quelque chose de très attractif pour la nouvelle génération. Donc, le résultat, en termes d'attractivité pour potentiellement recruter, il est aussi quasi instantané à ce niveau-là. Messieurs, je vois une autre question. Y a-t-il des choses spécifiques ou prioritaires à faire pour mobiliser ou impliquer mes collègues lorsque je démarre une démarche d'innovation? Je pense que c'est… Pour commencer, c'est un peu la vision. C'est vraiment le cap qu'on va donner, les objectifs réalisables qui vont être mis en place. Et déjà, c'est quelque chose… voilà, quand on est clair dans la démarche, en tout cas, on va avoir ce sentiment d'implication, de mobilisation. Voilà. Après, il y a des qualités managériales qu'il faut mettre en place. Il faut aussi avoir cette empathie, cette mise à la place de l'autre pour pouvoir effectivement les embarquer, on va dire, dans cette démarche-là. Oui, et pour rejoindre ce que disait Julien, ce qui est prioritaire, c'est surtout de leur demander leur avis déjà peut-être. Ce qui se fait trop peu souvent sur le terrain, c'est déjà demander l'avis de ses collègues et de ses partenaires, c'est déjà les mobiliser et les impliquer dans votre questionnement. Donc voilà, déjà demander l'avis, c'est déjà une belle action. Déjà. Alors moi, je terminerai pour compléter cette question-là, que pour moi, ce qui est prioritaire, pas forcément spécifique, mais ce qui est important quand on veut mobiliser et impliquer un maximum de collaborateurs, c'est d'avoir un cadre quand même défini. C'est de dire, parce que je pense aussi notamment, ça me fait penser aux consultations citoyennes, quand on prend leur avis des gens, les gens sont en règle générale très contents de pouvoir donner leur avis, mais ce qui va les mobiliser et leur donner envie de continuer et de s'impliquer, c'est qu'ils savent qu'il y a un truc concret au bout. S'il n'y a pas ce cadre et il n'y a pas, entre guillemets, cette certitude qu'il va y avoir des étapes, qu'on va pouvoir faire les choses, que c'est cadré et que ce n'est pas une lubie en mode « Ah, il faut innover, allez, on va brainstormer, on va faire une réunionnite aiguë », c'est d'autant plus facile et d'autant plus engageant et motivant, d'engager et de motiver ses collaborateurs à participer, que s'il y a un cadre défini, et on entend souvent penser en dehors du cadre, on en parle souvent avec Eddy, pour penser en dehors d'un cadre, il faut un cadre. Voilà. S'il n'y a pas de cadre défini, c'est difficile de pousser les murs s'il n'y a pas de mur. Donc, c'est important voilà, de définir une certaine organisation, une certaine démarche pour toujours continuer à mobiliser, continuer à intéresser et combattre l'inertie de on a commencé par s'impliquer et puis le soufflet est retombé, on ne sait pas ce qui se passe, on nous redemande notre avis dans 3 mois, ce côté-là, ce côté rythme et ce côté aussi défini. Alors, en termes de questions, le terme innovation continue à me faire un peu peur car symbolise un caractère un peu élitiste. Donc là, j'imagine que sur cette remarque, c'est plutôt une remarque sur le côté accessibilité de l'innovation. C'est vrai que je vais me permettre d'y répondre assez rapidement, mais je pense que ce qu'on a pu voir aujourd'hui et ce qu'on a voulu vous transmettre, c'est que l'innovation, c'est finalement très accessible et qu'il n'existe pas un type d'innovation, mais il existe autant de types d'innovation que de problématiques, que de visions, que d'entreprises. Tout ce que je peux vous dire, c'est à cette personne qui a encore un peu peur de l'innovation, c'est de l'inviter au premier atelier du 28 juin, parce que là, l'objectif, ça va être de voir concrètement quelles sont vos problématiques, quelles sont vos envies, votre vision, et ensemble, on pourra se rendre compte que peut-être que si on regarde tout en entier, c'est quelque chose qui peut paraître énorme et réservé à d'autres, mais on est certain que pour votre entreprise, il y a aussi un format d'innovation, on le trouvera ensemble. Concrètement. C'est très concret à dire. C'est pas mieux rendez-vous. Il y a une dernière question aussi. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà engagé des actions concrètes ou trouvé de l'aide, où trouver de l'aide pour donner une impulsion à notre activité? Alors, donc là, visiblement, cette personne est déjà dans le cadre où elle a impulsé quelque chose et là, elle se retrouve un petit peu dans l'inertie. C'est vrai qu'on a eu un quotidien un peu chamboulé. Il y a eu la réouverture des terrasses. Il y a eu en tout cas tout plein de choses, peut-être des nouveaux collaborateurs qui reviennent, qui étaient en télétravail, ce genre de choses. Donc, il y a peut-être eu un moment un peu d'inertie. Comment est-ce qu'on peut renvoyer, réimpulser la chose, peut-être en allant
directement le présenter à des partenaires ou refaire quelque chose? Qu'est-ce que vous diriez pour réengager une dynamique qui a commencé à s'essouffler? Oui, il y a effectivement son écosystème, mais je me demande aussi si la question n'est pas dirigée vers les guichets existants peut-être et des structures qui peuvent permettre d'accompagner ou de donner conseil. Alors, bien sûr, on pense à la CCI, on pense aux structures d'accompagnement auxquelles on donne des noms comme incubateur, accélérateur ou autre, mais où trouver des partenaires ou l'impulsion, il faut aller voir effectivement ces structures-là pour pouvoir justement rencontrer aussi peut-être les bons partenaires, ou en tout cas nous aider à impulser la bonne démarche pour identifier ces bons partenaires et se rapprocher de structures effectivement comme la CCI pour pouvoir nous permettre d'impulser cette démarche, construire les outils, voilà, où la trouver. Je pense en tout cas qu'on la trouve aussi surtout dans son entreprise, dans son propre écosystème aussi. Pouvoir remobiliser. C'est vrai que, comme tu disais, il existe énormément de dispositifs. On est rarement au courant de tous les dispositifs qui existent. Donc ça peut être le dernier conseil de la journée, de la matinée. On parlait de veille tout à l'heure, mais d'avoir cette curiosité, de s'intéresser aux dispositifs qui peuvent exister. Non seulement il y en a beaucoup, ils fonctionnent bien, mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Là, on peut le voir avec ce parcours, cette initiative du Pays de l'Or. Ce sont des choses qui sont à disposition et qui vont vous permettre au fur et à mesure de pouvoir concrétiser vos projets d'innovation. 11h55, je pense qu'on a pu être assez précis, assez concis. Alors, on aurait aimé vous en dire encore davantage. On aurait aimé vous voir également. Ce sera possible prochainement. Mais en tout cas, voilà, on a passé ces messages que l'innovation, c'est quelque chose de très, très large. C'est quelque chose qui prend énormément de formes et qui va s'adapter à votre entreprise, qui va s'adapter à votre quotidien. Et pour ça, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Et ce sera l'objet de la suite de ce parcours. On était sur le premier webinaire Oser l'innovation des échos du Pays de l'Or. On se donne rendez-vous, et c'était sur la diapo, on pourra terminer là-dessus. On se donne rendez-vous le 17 juin à 14h pour cette fois-ci donc rencontrer des personnes qui ont osé l'innovation, des personnes qui étaient potentiellement des chefs d'entreprise, qui étaient potentiellement éloignés de l'innovation et qui ont su faire un pivot, qui ont su rebondir, qui ont su aussi se faire accompagner pour pouvoir concrétiser leur vision et leur démarche. On espère en tout cas qu'on vous a donné cette impulsion, cette envie de découverte, et on reste disponible, toutes les équipes, pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez plus tard. Vous aurez les replays qui seront disponibles, vous aurez pas mal d'outils. Donc on vous dit à très bientôt. Et messieurs, merci pour votre intervention, merci pour vos précieux conseils, et merci à toute l'organisation pour ce webinaire. Merci pour l'orga. À très très bientôt et j'espère en